OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Il y a un texte que j'ai vu que je me souviens pas qui est l'auteur, mais je pense que c'est Greg Braden qu'on voit justement dans le livre de Jean Cazot. Ça dit en fait que l'homme est une entité complexe possédant la capacité de transformer la matière de manière visible. Les pensées sont une énergie et l'énergie influence la matière. Ça, je suis très d'accord avec ça en fait parce que on a fait des tests puis c'est vrai que ça fonctionne. Il y a certaines choses qu'on peut avoir une influence, surtout sur l'eau, changer le goût de quelque chose qu'on peut voir ou faire discuter avec un feu. C'est aussi niaiseux que ça, là, mais de faire quelque chose avec du feu puis de lui parler, il nous répond. C'est ça faites-le le test à un moment donné. Quand les choses viennent de plus profond de vous-même, là, vous allez voir que des choses nous écoutent bien plus. La preuve, les plantes. On regarde une plante, on lui parle, elle devient belle si on la laisse aller, qu'on lui parle jamais, puis qu'on l'arrose d'attitude, puis qu'elle sèche dans ton coin. C'est carrément ça. Tu vas sécher dans ton coin, mais si tu te mets à parler à ta plante, elle va te le rendre. C'est un peu ça, en fait. Le cosmos est aussi l'énergie est le centre de toute chose. L'homme fait partie de cette énergie et détient le potentiel pour réaliser n'importe quoi. Moi, je suis du genre à avoir ma ligne de pensée sans être une gourou, quoique, en quelque sorte, je me définis comme étant une disciple de ma pensée. Bien sûr, je suis une personne très ouverte d'esprit, j'observe, j'écoute, je ressens, mais surtout, je m'écoute d'abord. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Et je suis sûre que mon invité d'aujourd'hui va être d'accord avec ce que je dis. Et quand on dit quelque chose qui résonne en moi, je m'arrête, je pèse le pour le contre, je retiens ce qui me convient, puis en fait, ce qui me fait vibrer. Puis il y a une autre affaire aussi que j'ai remarqué. Avez-vous remarqué qu'on nous met toujours quelqu'un sur notre route, pas pour n'importe quoi. C'est toujours les bonnes personnes tombent sur notre chemin. Puis parfois, on se demande pourquoi un tel fit pas dans le décor, qu'on a l'impression que cette personne-là est plus nuisible qu'autre chose, puis que tu te dis, méchant taouin, comment ça se fait qu'on m'a mis ça sur mon chemin? Mais en fait, si je reprends ma phrase que je dis, qu'on met toujours les bonnes personnes sur notre route, mais en fait, j'ai l'impression aussi d'avoir, tu sais, même si on a notre pire cauchemar en avant de nous autres, puis qu'on a l'impression de pas avancer, mais reculer parce qu'on a ça sur notre... Puis on le prend comme un comment on dit ça? Un obstacle. Un obstacle. Oui, Manon, ton micro est même pas ouvert, Manon. Oui donc. Un obstacle. Comment ça se fait que je t'entends pas? Coudon, as-tu le bon couleur de micro? Moi, toutes les ouvrir, Simonac. Je vais savoir. Je suis invisible. Ah, c'est bien bizarre. Je t'entends même pas, puis je comprends pas. Ton micro est pourtant très bien ouvert ici. À moins que... Celui-là, il marche-tu? Oui, lui, il marche, mais l'autre... Il va falloir changer le micro. Oui, je pense que oui. Je comprends pas, lui, il fonctionne pas, fait que... c'est ça. Dégage, comme on dit. Dégage. Bon, bref, c'est ça. Quand quelqu'un nous vient sur notre chemin puis qu'on se dit, bon, ben, garde, ça va me coûter quoi, moi, dans ma vie? En fait, c'est quoi? Pourquoi j'ai à endurer une personne plus qu'un autre? Mais en fait, vous êtes-vous déjà demandé si ça serait pour vous, justement, la raison et le pourquoi, c'est peut-être que vous avez été placé sur sa route à lui parce que vous avez quelque chose à lui apprendre en bout de ligne, même si des fois cette personne-là peut vous taper ses nerfs ou vous pouvez le voir comme votre pire cauchemar. Mais bref, tu sais, est-ce que c'est pour que vous-même vous évoluez ou c'est pour que vous aidez cette personne-là à évoluer?
Moi, j'ai pour montrer que chaque personne a quelque chose à nous apporter, que ça nous paraisse bon ou mauvais. Bien, souvent, c'est pour tester peut-être notre patience, notre seuil de tolérance envers cette personne-là. Exactement. C'est ce que je pense aussi. Je te dis ça parce que je sais que des fois, t'en as vécu des vertes et des pas mûres, là, dans ce sens-là, mais on comprend tous à un moment donné qu'il y a quelque chose pourquoi que ça nous arrive à nous. Mais c'est peut-être parce qu'on est là pour aider à faire comprendre aux autres. C'est bien beau de se faire aider, d'avoir quelqu'un sur notre chemin, mais qu'en même temps, cette personne-là, tu sais, c'est pas toujours au même à apporter. Tu vois, mon défunt conjoint me disait souvent, une main lave l'autre. C'est des sages paroles de son père. Puis c'est vrai, tu peux pas faire quelque chose. Tu sais, tu vas te laver les mains, tu vas avoir besoin de ton autre main pour frotter. Tout marche comme ça. C'est du support, de l'aide des autres personnes, en fait. Mais, tu sais, c'est pas parce que on t'a mis quelqu'un de néfaste sur ta route que c'est une punition. C'est plutôt, tu es son sauveur, peut-être. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Ouais, autant qu'on peut apporter aux autres, autant que les autres peuvent nous apporter, on peut aussi apporter à d'autres. La seule une chose que je peux dire, ça fait travailler notre patience en tabarouette, parce que, ouf, des fois, on se demande dans quel guépier je me suis rentrée là, ou qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, je suis pognée. Non, ça prend de la patience et du lâcher-prise. Surtout du lâcher-prise. Et c'est le temps, là, dans ce temps-là, d'utiliser sa sagesse à plein poumon. Fait que c'est ça. C'est là que je me dis que faut adopter une mentalité positive dans ces temps-là. Parce que, dans le fond, notre travail, c'est de planter des graines puis voir si, en attendant de voir si ça fleurit. S'il y a quelque chose qui va aider. Puis si on a fait un bout de chemin puis que l'autre comprend pas ni du cul ni de la tête, mais tu te dis, ben là, regarde, j'ai fait ma job. À ce temps, c'est à toi de réfléchir. C'est à toi de voir si tu as compris ce que je veux dire. Si tu l'assimiles pas, c'est parce que c'est pas rendu là. Tu repasseras. C'est tout. Et c'est comme ça, mais sans nécessairement utiliser du négatif ou de la violence verbale. Ça prend beaucoup de patience. On avait un ami comme ça, Manon, n'est-ce pas, on avait un petit peu de difficulté à discuter avec côté paranormal parce qu'elle était très fermée, mais en même temps, c'était une médium inavouée. Puis là, je parle de Carole, ma complice adorée qu'on s'appelait affectueusement. Au début, ça a été long avant de lui faire comprendre les choses. On discutait, puis on passait des soirées, des journées complètes, des fois, à discuter avec elle sur des choses qu'elle devait comprendre. Mais ça a porté fruit, en fait. Parce que peu de temps après, elle s'est mise à avoir des conversations avec un être, mais ça, on va en discuter un petit peu plus loin parce que je vais avoir des questions à poser avec Jean à propos de ça. Mais tu vois, elle finit par comprendre pareil ce qu'on voulait dire. C'est à un moment donné, tantôt, je vais vous en faire part un peu plus des expériences que j'ai vécues avec elle. Mais aussi, c'est que je voulais faire une petite intro pour qui va rentrer bien comme il faut dans le vif du sujet de notre invité Jean Cazot. À l'époque, il y avait que les prêtres ou les hauts dirigeants, tous ceux qui sont en robe, les ticasses, pis tout, là. Il y avait juste ceux qui avaient le droit à la médiumnité. Tous les autres, ils devaient être brûlés parce qu'ils faisaient de la sorcellerie, peu importe d'où ça venait. Pour tous les prêtres, toutes les religions, quand tu n'étais pas un imam ou un prêtre, t'avais pas d'affaire à avoir des visions. T'as pas le droit, toi. T'es un quinticoune, t'as pas le droit de ça, là. Mais là, ils se sont rendus compte qu'avec le temps, il y en a bien plus de gens qui sont ouverts et qui reçoivent. Ils ont une connexion directe avec une autre dimension ou de l'autre, un autre lieu ou un autre temps. Mais en même temps, je me dis que, tu sais, ils ont comme pas le choix, sinon, ça passerait le temps à brûler du monde sur le bûcher puis de trancher des têtes, là. Ah oui, ils en ont brûlé pas mal. Hein? Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ça fait que je vais vous présenter maintenant. Il n'y a plus ben besoin de présentation de notre invité parce que c'est Jean Cazot. Bonjour, Jean. Allô. Ça va bien? Oui, ça va. T'es d'accord avec ce que je dis, je dirais, ou à peu près?
Oui. Je dirais, t'as parlé notamment de synchronicité. Ça, c'est important parce que les événements ou des gens qui se placent sur notre chemin pour nous faire avancer, nous faire grandir, ou qu'on aide à faire grandir. Et de toute façon, quand tu aides quelqu'un, tu t'aides toi-même. Alors, ça revient exactement au même. Ah, c'est vrai, ça. Oui. Si tu aides quelqu'un, tu viens de t'aider aussi, là. Tu sais, c'est un échange d'énergie. Je t'écoutais parler d'énergie tout à l'heure. Einstein avait sa fameuse formule E égale mc2. Et ça veut dire énergie égale la masse fois la lumière, la vitesse de la lumière au carré. Bon. OK. C'est ça que ça veut dire. Si tu inverses une équation, dès que tu as une équation en mathématiques, tu peux l'inverser. Ça fait partie du processus. Ça veut donc dire que si tu inverses E égale mc2, si tu l'inverses, ça veut dire que M égale E sur C2. En d'autres termes, que la masse, c'est de l'énergie ralentie. C'est ça que ça dit. Uh-huh. Quand tu inverses parce que Einstein voulait nous faire comprendre que l'énergie, il y a une masse, mais qui va tellement vite la lumière au carré, c'est vite en joie le vert, ça là, tu sais, ça existe même pas théoriquement, là. Alors, c'est un peu comme s'il nous disait que de la matière, ou de l'énergie, c'est de la matière ralentie. Et de la matière, c'est de l'énergie ralentie. Je m'excuse, je recommence, là, on se mêle avec les E et les M, là. La matière, ça ici, là, la table qu'il y a là, puis toi, puis moi, là, c'est de l'énergie, mais ralentie. Très ralentie. Tu sais, si tu regardes la fréquence des atomes de la table ou de toi-même, ou ainsi de suite, c'est ralenti. C'est la même chose lorsque tu fais bouillir de l'eau. Si tu regardes, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, là, ça vient fou là-dedans. Là. Tu sais, là, ça s'agite puis ça bouge. Ben ça, ce sont les molécules d'eau qui s'agitent, qui partent. Là. Tu sais, mais imagine là qu'ils partent à une vitesse folle. Ton eau va disparaître, là. Ton eau va devenir autre chose que de la matière. Elle va devenir pure énergie, tu sais. Alors, le concept de voulant que tout soit accessible à notre capacité de l'invisible, c'est là. Tu disais que tu peux parler au feu. C'est évident que tu peux parler au feu. Tu peux parler au vent. Tu peux parler aux oiseaux. Tu peux parler aux arbres. Tu peux parler à n'importe quoi. Parce que tout ça, c'est de l'énergie au ralenti. Alors, puis il y a une fréquence. Et quelque part, ben, tu sais, c'est sûr que si tu parles à un arbre, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, là, il te répondra pas comme Lent, là, tu sais, on n'est pas innocent, là, on sait, mais quand on dit qu'on peut communiquer, on s'entend que c'est pas par le cellulaire, là, c'est une communication intérieure, c'est un ressenti, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est comme si on aurait le Wi-Fi en dedans, puis que la communication est carrément à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, mais c'est souvent le langage de l'esprit, c'est la synchronicité d'une part, et c'est aussi le ressenti. Moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui me parle d'une rencontre du troisième type, là, on vient à l'ufologie, là, avec s'il n'y a pas d'émotion associée à ça, bah c'est pas arrivé, là. C'est pas arrivé, ça. Tout passe par l'émotion. Donc, c'est un indice. Oui. Un indice, plutôt. Oui, c'est un indice extrêmement important. Et moi, il y a beaucoup de gens qui me racontaient leurs expériences, puis il n'y avait aucune émotion, rien. Puis moi, à un moment donné, j'écoute plus. Tu sais, je me tanne, puis... Mais pour toi, est-ce que la peur est une émotion? Parce que si oui, tu as peur... c'est une émotion. La peur, la colère, la haine, l'amour, la tristesse, les émotions. Moi, il m'arrive d'en avoir. Alors, ça devient... tu sais, mais c'est ça. La vie psychique ou la vie spirituelle, appelle-la comme tu voudras, ça passe par les émotions. C'est pas compliqué, là. C'est par là que ça passe. Alors, moi, c'est ce qui me permet notamment de faire la différence entre un rêve et un vol de nuit, tu sais. J'adore ton terme, vol de nuit. Justement, ouais. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore. Et ça, je pense que je l'ai vraiment pris pour moi-même, ce terme-là. J'adore ça. Ça t'est venu où, ça, cette idée-là? Ça m'est venu de Saint-Exupéry, l'auteur. OK. Qui a écrit le petit... comment ça s'appelle, là? Le Petit Prince? Ah oui, c'est ça.
Le Petit Prince, a écrit un livre aussi qui s'appelle Vol de nuit. Mais lui, ses vols de nuit, c'est un vrai vol de nuit parce que le gars est un pilote. Hein? Okay. Alors, c'est durant ses vols de nuit qu'il méditait puis qu'il pensait, était tout seul dans son avion puis ainsi de suite. T'sais. Mais le mot vol de nuit, j'ai adoré ça. Ben oui. Et je lui en ai donné crédit dans mon livre quand j'en parle pour la première fois. Puis je pense que c'est dans l'ère nouvelle, je suis pas sûr. Là. Je n'ai écrit un ou deux, je me mêle des fois. Là. Mais un ou deux. La bibliothèque est pleine chez nous. Je pense que c'est l'ère nouvelle, c'est ça. Parce que je raconte mes vols de nuit. Oui, c'est ça, c'est dans ce livre-là. Et j'appelle ça des vols de nuit. Et les vols de nuit, dans le fond, ce que c'est une sortie extracorporelle. Quand tu sors de ton corps, ou ce qu'on appelle, dans le vieil ésotérisme ancien, le voyage astral. Tu sais. Et ça nous conduit à vivre des expériences réelles. C'est-à-dire que ce que tu vis est réel. C'est dans une réalité. C'est sûr que c'est pas ton corps physique qui le sent et d'ailleurs, c'est le problème parce que lorsque tu vas réintégrer ton corps, le cerveau n'ayant pas suivi, lui, c'est quand même lui qui va se rappeler ce qui s'est passé. C'est lui qui va l'interpréter puis c'est lui qui va t'envoyer des images qui sont censées restituer ce que tu as vécu. Mais comme le cerveau est un intermédiaire physique, puis qu'il y a toute une programmation à lui, ça devient problématique de se demander quelles sont les parties vraies versus les parties fantaisistes de ce qu'il raconte. Comprends-tu? Un peu comme quand Lewis Carroll a fait ses multiples sorties extracorporelles, quand il est revenu, c'est devenu Alice au Pays des Merveilles. C'est l'auteur du livre. Alors, quand tu lis ce livre-là, quand tu suis le lapin blanc dans le terrier, puis ainsi de suite, puis de l'autre côté du miroir, ce sont toutes des images que sa culture et son cerveau ramènent d'une expérience qu'il n'a pas vécue. Parce que le cerveau, il reste couché, lui. Il suit pas. Quand on sort du corps, c'est le jeu, là. C'est la conscience, c'est l'entité que nous sommes. Okay. C'est ça qui sort, tu sais. Et quand ça revient, ça sort. Ça n'a pas de cerveau, là, cette affaire-là. Là. C'est une conscience pure. Mais quand elle revient dans le corps, puis qu'on redevient soi-même, parce que souvent, on va noter qu'on est différent de l'autre côté, ou en tout cas, on vit des choses différentes d'ici. À ce moment-là, et puis encore là, ça dépend de la densité puis de la qualité d'expérience que tu as puis du type d'expérience. C'est compliqué l'autre bord, là. C'est compliqué en joie le vert, là. C'est pas si simple que ça, là. Tu dis ça, là, mais est-ce que tu es déjà allé de l'autre bord? Oui. Sans ça, je peux pas en parler. Justement, tu as été en vol de nuit ou tu as été parce qu'il t'est arrivé quelque chose et que tu as fait un émis? Moi, je ne suis pas de ceux qui sont capables de sortir de leur corps consciemment. OK. Tu sais, moi, je peux pas, pareil. Je suis trop énervé, là. Je suis pareil. Moi, je suis pas capable de me coucher puis dire, m'a sortir, puis m'explorer, puis m'aller voir ci puis ça, là. Moi, j'arrive pas à faire ça. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Non, j'ai la chienne, moi. Ah, non, il y a très peu de gens. De le faire volontairement, j'ai la chienne. Moi, il m'est arrivé des fois, c'est parce qu'il y a différents degrés de sortie, là. Mais moi, je me souviens qu'une fois, j'étais sorti, et j'étais sur un bateau, j'étais dans ma cabine, puis je suis sorti, puis là, j'ai bien vu qu'il se passait de quoi. J'étais conscient. J'en ai pas eu souvent de celle-là, mais celle-là, je me rappelle parce que c'est tellement niaiseux. Je me suis retrouvé les pattes en l'air, t'sais. Puis là, j'étais comme une espèce de ballon qui rebondit, le boing, tu sais, puis boing. Puis alors, j'avais le nez sur le tapis. Je trouvais pas que c'était une expérience très, très ésotérique, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai longé le sofa. C'était un peu comme si je sortais pour la première fois de façon consciente, puis je savais pas conduire ce char-là. Oui, c'est bien ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, je peux-tu accélérer? Je peux-tu passer à travers la paroi? Je peux-tu faire quelque chose? C'est une croisière. Ça aurait-tu été que je sortais de cette maudite cabine-là, puis aller explorer le ciel, puis non, le tapis. Tu sais, le Christy de tapis de la cabine. Tu sais, c'était pas très, très... Mais il en demeure pas moins que j'étais conscient de ne pas être dans mon corps physique, tu sais. Puis tu le vois, ton corps physique, ça, puis ça, c'est fréquent parce que tu te demandes c'est qui ça, tu sais. Tu réalises pas que c'est toi. Non, c'est qui ça, tu sais. Puis tu peux dire, bon, m'en fous, je sais qui, moi, je vais essayer de faire d'autres choses. Mais
c'est pas quelque chose là, qui m'arrive. C'était au contraire. Là, ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois. Mais bref, le vol de nuit, c'est ça. C'est une exploration à l'extérieur du corps. Et puis, je sais pas pourquoi je me suis mis à parler de vol de nuit, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. C'est drôle. Mais je suis un peu comme toi là-dessus. Je l'ai déjà fait, un vol de nuit, mais de jour. Et inconsciemment, je suis comme tombé dans l'une. Vol de nuit de jour, c'est une expression. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. C'était un vol de jour, j'avais fait. Ma plus belle expérience, je te coupe encore. Ma plus belle expérience, c'est vrai que c'était de jour. J'étais en train d'écouter de la musique. J'étais écrasé sur mon le sofa là, puis je m'étais mis comme faux là. Puis j'avais mis ma pelle dans ce temps-là, c'était en 75. J'avais mis ma pelle de long jeu là, tu sais, sur le petit bâton. Là, ouais, oui. Il tombe un après l'autre là. Fait que tu t'occupes pas de rien, c'est automatique, ça marche tout seul, ça. Il y a du monde qui me dit, hey, t'es quoi, là? Ouais, on appelle ça un tourne-disque. Et là, la musique était absolument, j'avais mis la mienne, tu sais, claire, celle que j'aimais, tu sais. Puis là, j'étais plus que parti, là. Et je suis sorti. Et là, il y a une femme absolument magnifique, tout habillée de dentelle lumineuse. Wow. Ouais, attends une minute, là. Regarde, là. Puis, c'était diaphane, là, tu sais. C'était un... J'haïs cette expression-là, mais c'est un être de lumière. Tu sais, mais j'haïs ça, cette expression-là. J'aime pas ça m'énerve. Ben, c'est parce que c'est la plus facile à comprendre. Oui, je sais bien, mais ça m'énerve. Fait que je l'utilise jamais. Mais c'est ça, tu sais. C'est une bonne femme lumineuse. et elle était... Et puis elle m'a pris la main, tu sais. Puis là, j'ai eu... non, hey, écoute, la patente, là, c'était quelque chose. T'as pu lui toucher? Tu l'as senti dans ta main? C'est elle qui est venue me prendre la main, tu sais. Puis là, ce qui se dégageait de ça, tu sais, sur le plan émotionnel, c'est pas disable. Tu sais, ça se dit pas. Non, ça se vit. Ça se vit, puis ça peut se raconter, mais jamais comme tu l'as vécu. Tu sais. Puis j'essaierai même pas. Tu sais, c'est impossible. Alors, ça, c'est quelque chose aussi, ça. Mais ça, tu vois, c'est un autre degré, c'est un autre niveau que de fouiller sur le tapis, tu sais. C'est une autre histoire, mais ça reste des sorties extracorporelles. Le vrai nom, là, c'est sorties extracorporelles ou des out of the body experience, comme ils disent en anglais. Et ça, il y a eu des études faites là-dessus, écoute, incroyable. Et je disais, je sais pas où et quand, mais récemment, je racontais que il y a à Ottawa, il y a un professeur d'université dans un biologiste ou un une patente de même, en tout cas un prof, là, et qui avait, dans ses élèves, il a lancé ça de même que, ouais, c'est comme ceux qui pensent qu'ils sortent de leur corps, là, ben, regarde, tu sais, puis ils riaient de ça, tu fais ça, puis la fille, elle a levé la main, puis elle a dit, pourquoi vous riez de ça? Elle dit, moi, je fais ça tous les jours. Et là, elle a regardé, puis tout le monde riait, tu sais, puis... Mais là, il s'est rendu compte qu'il dit, OK, on va changer de sujet, là, tu sais, il a changé de sujet, mais la fille, elle l'a pas pris, hein. Après le cours, elle est descendue, elle allait le voir, elle dit, je m'excuse, là, mais elle dit, moi, je suis pas venu ici pour faire rire de moi. Je le fais tous les jours. Il dit, on peut-tu te tester? Elle dit, n'importe quand. Il en a fait une conférence de presse, le gars. Okay. Mais quand il s'est rendu compte de ce qu'il faisait, un peu comme John Mack, là, l'université, il est rentré dedans, puis ça a été fini, terminé. On sait même plus où est-ce qu'il est, je sais même plus ce qu'il fait, je suis pas incapable de le retrouver. Mais cette dame-là, elle a prouvé... On n'a jamais su son nom. Ben, c'est sûr. C'est ça qu'il a raconté dans son affaire. Il dit, on a la preuve que l'esprit peut s'extirper d'un corps physique, la conscience peut s'extirper d'un corps physique et voir des choses qui sont impossibles à voir quand le corps est là, puis que c'est des conditions de laboratoire, là. Tu sais, c'est pas fais ça chez vous puis raconte-moi ça demain matin, là. Tu sais, c'était dans ce qu'on appelle un environnement contrôlé. En science, c'est comme ça que ça s'appelle. Dans un environnement contrôlé. Et lui, il en a parlé ouvertement. J'ai eu une conférence de presse, j'exagère peut-être, mais il en a parlé. Il en a parlé ouvertement. Et ça s'est su et ça a été fini après. Moi, c'est un collègue à moi qui est là-bas à Ottawa,
qui est dans les médias, puis qui m'a averti, il m'a tout de suite dit, hey, il se passe de quoi avec ce gars-là? Faut que tu écoutes ça, faut que tu ailles voir ça. J'ai fait mes démarches à l'université. Plus là, plus personne. Ah non, on sait pas, il est plus ici, il est parti. C'est comme fini. Fini. Je sais pas si sa carrière est foutue, mais il a fait un pas que la science. Le monsieur est un divergent. OK. C'est ce que j'essaye de dire. OK. C'est un vrai, ça. Mm-hmm. Mais sa divergence n'a pas été loin. Il s'est fait couper la tête comme tous les autres divergents et qui ne sont pas permis. S'il y a une chose que les convergences détestent, ce sont les divergences. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Vas-tu finir par en parler, ce maudit livre? Ben... Je te niaise, là. Je le sais même trop. On a 2 heures devant nous. Oh, mais là, il reste 1h30. Mais par contre, je peux te dire quelque chose sur ton livre. Je l'ai dévoré. Manon aussi, hein? Oh oui. Ah, mais c'est toute une encyclopédie, ça, cette affaire-là. Ben, c'est-à-dire que c'est une encyclopédie dans le sens que il a fallu que je me serve d'encyclopédie aussi pour aller chercher des données qui m'intéressent pas, mais qu'il faut quand même que tu mettes. Tu sais, je dis, il est né telle date, il est mort telle date, il est allé là, il a fait ci, il a fait ça. Moi, je connais pas la vie de ces gars-là, intime, là, tu sais, puis ça m'intéresse pas non plus qu'il faut. Mais, je veux dire, quand tu parles de quelqu'un, t'as pas le choix de rentrer dans ça. Alors, ça donne, c'est vrai que ça donne au livre une saveur encyclopédique, mais ça n'en est pas une. Mais ça t'a donné combien d'années pour tout faire ça? Parce c'est parce que j'avais commencé. Mes livres, là, Carole, la raison pour laquelle j'en ai plusieurs, c'est que il n'y a aucun livre que j'ai commencé, puis 6 mois après, il était prêt. Aucun de ce que j'ai écrit. C'est que je suis arrivé... Comment je t'expliquerais ça? J'ai commencé à m'intéresser à ça, tu le sais, en 1966. Fait que on parle de plus de 50 ans. C'est 50 ans, c'est 50 ans. T'es vieux. Oui, je sais que je suis vieux. Alors, j'ai 16 ans, tu sais, et je passe mes soirées, je passe mes week-ends, je passe mes vacances dans les livres. Je ne fais que ça. Je suis dans ça. Je rencontre des experts. À 17-18 ans, je rencontrais des psychiatres pour savoir comment diriger une entrevue cognitive, pour savoir comment poser des questions à des témoins, puis tout ça, pour essayer de voir s'ils me racontent des histoires, ou c'est ci, ou c'est ça. Puis je dis, ça a été extraordinaire. J'ai travaillé avec des policiers. Mais pendant tout ce temps-là, mes chums, eux autres, ils allaient se beurrer. Qui c'est qui était sorti dans ce temps-là? C'était du LSD, je pense. Tu sais, les petites maudites, les petits timbres. Les petits buvards, là. Des petits buvards, c'est ça. Tu sais, bon, mais je n'ai jamais touché à ça. Ça m'intéressait pas. Puis je dis, non, j'étais pas dans ça. Mais ça, j'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie. Alors, j'ai fait de la recherche constante. J'ai accumulé, après 50 ans, des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel que là, en 2010, là, on m'a dit, c'est assez, là, l'input, vas-y pour l'output. Là, il faut que ça sorte. Fait que depuis 2010, je sors un livre par année. Ben, c'est ça. C'est tout du matériel que j'ai exploré, moi, il y a des années, puis je veux juste m'en souvenir. Puis en fait, la façon dont je fonctionne, là, moi, j'ai une équipe. Je travaille avec une équipe. Et je sais pas c'est qui. OK. Je sais pas c'est qui. Mais j'ai une équipe. Et c'est formé d'esprit. Et je ne dirais pas être de lumière une autre fois. Tu sais? C'est formé, puis je dirais pas entité non plus. Ça aussi, ça m'énerve. Il y a un vocabulaire. Un voisin dimensionnel. C'est déjà pas pire, ça. C'est déjà pas pire, ça. Un ami de vol de nuit. Ouais, un ami de vol de nuit qui, on dirait qu'il s'assoit à l'intérieur de moi. Et la raison pour laquelle je dis ça, d'abord, premièrement, selon Kardec, je serais ce qu'on appelle un médium inspiré. Donc, viens pas me voir pour me donner 60$ pour que je fasse parler à ton père, je suis pas capable.
Et puis, je suis pas voleur, je prendrai pas le 60$. Je suis pas capable. Je suis pas ce médium-là. Là, mais il y en a, tu sais, qui a écrit un livre que sur les médiums. Puis il y en a des centaines de genres différents. On l'est tous en partant. Mais il y en a plus que d'autres. Moi, je suis ce qu'on appelle un médium inspiré. C'est-à-dire que si un esprit veut m'aider, si je suis réceptif et non pas contemplatif, réceptif et que ça se cristallise dans un écrit, qu'après je suis capable de revenir dessus puis le corriger, l'adapter, puis ainsi de suite, il va revenir. Mais il ne perdra pas de temps si je collabore pas. Tu sais? Ou une enfant va jouer au piano et puis elle aime pas ça. Mais elle joue bien, puis là, il y a comme un esprit qui aime ça, ce qu'elle fait, tu sais, parce qu'on est pacté de ça, hein, c'est rien que de ça qui est autour. Puis il aime ça, puis il commence à y envoyer mais qu'elle répond pas à ça, parce que ça l'attend, il reviendra plus. Il pousse pas. Il pousse pas, puis il force pas. Puis si la petite, elle veut pas avancer, ben lui, il s'en fout, il y a autre chose à faire dans la vie, là. Fait que qu'elle s'arrange toute seule, tu sais. Mais si elle veut, ou l'enfant. Si elle s'ouvre à cette vibration-là. Ben là, c'est puis qu'il la demande, cette vibration-là, puis qu'il a réussi à la cristalliser, à la manifester dans la matière, c'est-à-dire à jouer du maudit piano, pas juste y penser, mais à jouer, puis à jouer les notes, puis à les écrire, puis à s'en rappeler, puis à composer. Ça, il aime ça. Parce que l'esprit, il n'y a pas de main. Tu sais? Il n'y en a pas. Fait que, il peut juste jouir d'une émotion, puis qu'il peut transmettre à quelqu'un qui a des mains, puis qui va être capable de le cristalliser. Alors, ça peut être un sculpteur, ça peut être... Pourquoi tu penses que dans le milieu artistique, on parle des muses? Tu sais, on parle des muses, on dit ça. Tu sais, les muses, ça vient de la mythologie grecque, ça. Les muses grecques, il y avait un film extraordinaire là-dessus qui s'appelait... Ah, mon Dieu, c'était avec la petite, là, qui est cute, là. Ça y est, je l'ai oublié. C'est rare, c'est des gros lettres qu'on voit des films. C'est rare, c'est... De toute façon. Ouais, il y a ça. Voyons, mon Dieu, j'avais un club, moi, puis je l'avais appelé de même. Ça se peut-tu que j'oublie ça? En tout cas, Xanadu. OK. Voilà, Xanadu. Tu mettras ça sur Google, là, Xanadu, puis tu vas voir ce que c'est, puis le film aussi. C'est avec Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, c'est exactement ça. J'ai bien aimé ça, moi aussi, ce film-là. T'as pas trompé quand j'ai dit t'as cute. Non, t'as cute. Fait que Olivia Newton-John, elle joue le rôle d'une muse, tu sais. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, ben c'est ça, je vis, moi. Excepté que j'ai pas une petite fille cute en patin qui vient m'habiter, mais ça reste que c'est le même principe. Et c'est tellement vrai que quelqu'un qui est un spécialiste en linguistique, pas en linguistique, en stylistique, qui lirait tous mes livres, dirait, c'est pas le même auteur chaque fois. Ah, mais je suis pas sûre, moi. Moi, je te dirais que... Non, dans le sens que c'est pas toujours le même qui m'inspire. C'est ça. OK. J'ai des styles différents. Ouais. Ah, ben là... Qui me sont inspirés. À un moment donné, là, j'écris, là, c'est de la poésie. Ça part, là, puis honnêtement, c'est de toute beauté. Puis si je le dis, c'est pas pour m'inventer, c'est parce que dans le fond, c'est pas moi. Mais ça vient comme ça. Puis dans d'autres styles, là, je suis en train de rédiger un autre, là. Et c'est comme si c'était moi, ce coup-là. Un peu comme si j'étais tout seul. Oh, ils t'ont laissé... Non, c'est voulu, là. Je le sais que c'est voulu. C'est voulu, ça. Mais c'est comme... Et le style, là, c'est comme je te parle, là. Là, j'écris comme je te parle. OK. Fait que c'est plus colon. C'est plus... je vais aimer ça. C'est plus québécois. C'est plus... je me retiens pour pas mettre des mots, tu sais. Puis, mais j'en reviens pas. Puis là, ça fait drôle de faire ça, parce que je suis pas habitué à ça. Je suis habitué à rentrer, à m'installer sur le clavier, puis
Et là, ça part tout de suite. Moi, ma boule de cristal, c'est le clavier. Tu sais. Ben, ça veut dire que c'est comme si t'es comme l'enfant qu'on a soutenu tout le long de sa vie pour te montrer à marcher. Maintenant, marche, t'es bam. Avance. Ouais, c'est ça, mais je pense aussi que à cause de la thématique du livre, je pense qu'il me la laisse celle-là. Parce que j'ai jamais écrit un livre dans lequel je raconte ce qui m'est arrivé, comme ça m'est arrivé et comme je l'ai vécu. J'ai toujours joué la carte professionnelle, puis qui prend ses distances, puis ainsi de suite. Là, je le joue comme moi je l'ai joué. Fait qu'à 16 ans, ce qui m'est arrivé, je l'ai jamais raconté. Je l'ai raconté comme si c'était une troisième personne à qui ça arrive, comme je le fais avec mes témoins. T'sais. Mais là, je le fais. C'est quoi cette maudite affaire-là que dans le temps, comment tu sais, c'est ça qui ressort, tu sais. Et c'est comme ça que je l'écris. Ça peut être très différent de tout ce que j'ai fait. Je vais adorer ce livre-là parce que ça va être très facile à lire, en tout cas. Ça va être du Jean Cazot pure laine. Pure laine, oui. Sans inspiration, ou s'il y en a, il y en a, mais en tout cas, ça paraît pas dans le style. Je l'aime, le Jean Cazot, tel quel qu'il est là. Oui, on va devoir aller à la pause, mais juste le dire. Je l'aime tel quel. OK. Pour ça, le Jean Cazot. Fait que j'ai encore bien plus hâte de le lire, ton prochain. OK. Ça, non, ça, c'est loin, ça. J'en ai 4 autres avant. Oui. On l'a t'agace, là. J'ai 4 manuscrits en cours. Il y a encore d'autres inspirations à mettre sur papier. Pardon? Tu as d'autres inspirations à mettre sur papier? Oui, j'en ai 3. J'ai eu 3 manuscrits en ligne, puis là, ce 4e-là a commencé la semaine dernière. Fait que j'en ai 4. On va à la pause, puis on vient tout de suite après. On est de retour avec Jean Cazot et Manon. 96.9, la radio de Lévis. CJM. J'aime ça quand le piton marche, je le mets, puis je le mets pas à bonne place, puis je fais des erreurs dans même. Vas-y, Manon, je t'écoute. J'aimerais ça savoir ce qui se passe avec les météos aujourd'hui. Je vais annoncer des bonnes nouvelles. Mon micro est ouvert? Il me semble que je m'en... Oui, t'es très ouvert. Je suis très ouvert. Je vais annoncer des bonnes nouvelles pour aujourd'hui parce qu'on devrait atteindre un beau 23 avec un beau soleil. Et pour le reste de la semaine, disons que demain, on devrait atteindre un beau 26 degrés. De quoi ça a enlevé un petit peu de on va serrer les doudous, n'est-ce pas? On revient l'été. Donc, on revient, un petit retour par en arrière. Ça fait du bien. Hein? Ça dit-tu le ressenti? On dit 26, mais ressenti, ça le dit-tu? D'après moi, je n'ai pas ici le ressenti. D'après moi, on va être une trentaine de degrés. Donc, on revient l'été. Ça devrait augmenter. Sauf que lundi, on va avoir de la pluie avec un 21 degrés. Quand même, c'est pas rien, mais un 90% de pluie, 20 à 25 mm d'eau qui devrait tomber. Donc, sortez vos parapluies pour lundi. Et pour le reste de la semaine, le soleil devrait être de retour avec des degrés variant entre 16 et 19 degrés. Excellent. Jean, maintenant, j'ai une question à te poser. Oui. Ta définition de divergent et de convergent. Oui. Si je compare, ça serait quoi? D'abord, je vais te dire où j'ai pris le titre. Okay. C'est important parce que moi, j'aime bien qu'on me donne du crédit. Alors, je vais donner du crédit à d'autres. Il y a un film qui s'appelle Les Divergents. Justement, il repasse ce soir en plus. Il a passé à TVA l'autre jour. Et la deuxième partie, c'est ce soir. Mais ça vient d'un livre de Veronica Roth, une jeune Américaine qui a eu l'idée de ça, qui a été inspirée à écrire ça, Les Divergents. Okay. Et on en a fait un film, comme souvent ça va arriver, qu'il y a beaucoup de films qui sont inspirés d'un livre. Des fois, les films respectent pas toujours l'idée de l'auteur, et c'est rare qu'ils le font, mais en tout cas, dans ce cas ici, c'est pas pire. Et l'idée, le concept de ce que Veronica Roth a voulu emmener, c'est que c'est une société divisé en 5 ou 6, je me rappelle plus, là, 5 ou 6, 5 regroupements de gens qui ont des capacités ou des choses. Bon, un, ça va être pour la recherche, l'autre, c'est physique, c'est très, l'autre plus intellectuel, plus spirituel, plus ci, plus ça. Et ça forme 5 grosses convergences.
Alors, c'est un peu comme dans notre société, finalement. On a du monde qui travaille la terre, on a du monde qui travaille l'esprit, on a du monde qui sont en sciences, puis ainsi de suite. Bon, nous autres, on se ramasse pas tous dans une grande salle pour s'impliquer comme ils le font dans le film. Mais dans cette société-là, c'est comme ça. Et chacun doit trouver sa convergence, trouver où il va. Puis il passe un test assez compliqué, là, et ceux qui passent pas sont appelés des divergents. Et ça marche pas. Les divergents, là, ça, je sais pas ce qu'ils leur font, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est magane, il est mis en prison, ou il est tué, je sais pas, là, je me souviens plus. Ben, s'ils se font découvert, si on choisit, comme on dit, la société ce qu'il devrait être, puis ils découvrent qu'ils sont divergents, ils se font tuer. Bon, c'est ça. Alors, c'est très sérieux. Ils les mettent à part, pareil comme on appelle ça des itinérants. Dans un camp de... Ouais, exact. Alors, c'est pas bien vu d'être un divergent dans ce film-là. Alors, moi, c'est ça qui m'a donné l'idée d'utiliser le titre « Les divergents », parce que ce qu'il y a dans ce livre-là, ben, ce ne sont que ça. Des divergents qui se sont fait tuer, pour la plupart, surtout les anciens, ou torturés, tués. Puis une fois que l'Église s'est fait mettre à sa place, puis que là, elle tue personne, puis même si ça nous écœure, on rit d'elle, puis c'est pas grave, ça reste que sont encore mis de côté au banc de la société. Prenez mon cas, personnellement, je suis un divergent dans la société dans laquelle je vis. Ça, c'est clair. Je veux dire, regarde, c'est bien évident parce que les gens pensent que je suis un illuminé. L'autre jour, j'étais à Cap-Rouge, je marchais, tu sais, ils ont fait une promenade pour une maudite belle promenade là, qui est tout le long du fleuve. Puis je marchais avec ma femme, puis à un moment donné, il y a un gars qui me regarde, il dit « Ah, c'est toi l'extraterrestre! » Je le regardais, tu sais, on m'occupe plus de ça, ben, tu sais. « Ah, moi, je suis Jésus-Christ! » tu sais. Bon, écoute, j'avais envie de garder, tu sais, mais j'ai pas dit un mot, moi, je continue dans ce temps-là, parce que ce monde-là m'intéresse pas. Mais c'est pour te dire que, tu sais, on m'appelle de même. Alors, tu sais, mais c'est correct, j'ai écrit des livres là-dessus, je fais des émissions là-dessus, je vais une fois par année, je me retrouve à la télévision nationale avec Lévesque. C'est bien clair que je m'attends pas à ce qu'on m'applaudisse, là, tu sais. Parce que je le sais que je suis un divergent, je sais que j'écœure, je sais que je fais peur, je sais que je fais je sais tout ça, je suis très conscient de ça et je vis très bien avec ça, tu sais. Et ça me dérange pas, mais je suis un divergent parce que je parle de vie extraterrestre, alors que scientifiquement, c'est pas vrai. Je parle de vie après la mort, alors que scientifiquement, c'est pas vrai. Puis de tout le reste aussi, qui est soit anti-scientifique ou anti-religieux, un des deux, ce sont les deux plus grosses convergences, puis à ça s'ajoute la politique puis d'autres choses, mais ça, politique, j'en fais pas, je m'en mêle pas. Je l'ai fait juste récemment, parce que je suis un ardent défenseur du projet de loi de la loi sur la laïcité. Je la défends, cette loi-là. Et là, j'ai Ticlin qui se déguise pour l'Halloween qui vient m'écœurer avec ses on va vous l'enlever. Alors moi, là, j'ai fait de la politique pour une fois en campagne. Je l'ai faite. Je l'ai traité de noix, Trudeau, je parle. Parce que, ça a que nous patience. Puis deuxièmement, la laïcité, ça s'impose, là, au 21e siècle. Là. C'est à ça qu'il faut en arriver. Ben, okay. Pas pour rien, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les religions, c'est assez ». Je trouve bien pas pour applaudir parce qu'on en veut plus. Tu sais? Alors, en tout cas. Non, puis je suis dans tous tes commentaires, même quand tu parles de politique. Tout ce que tu dis, en fait. T'as raison. Bon. C'est ça, Guillaume. Mais je veux pas te lécher le... C'est ça? C'est pas ça le but. C'est parce que je suis en accord, en parfait accord avec ce que tu dis. Puis ça en prend de temps en temps. Ben, c'est ça. Je suis moi aussi même une divergente parce qu'en lisant le livre, je fais, ben, c'est ça. C'est ça. Si c'est ça une divergence. Je l'ai écrit, ce livre-là. C'est ça, j'allais te demander pour qui? Bon. C'est facile. C'est un livre d'initiation ou c'est un livre de progression. Je m'explique. Mm-hmm. Quand j'avais 16 ans, j'aurais adoré tomber sur ce livre-là. J'avais besoin de ce livre-là. Et il a fallu que j'en trouve plusieurs pour arriver à ce que j'essaie d'accomplir dans ce livre-là.
Un livre de progression, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, la spiritualité, l'ufologie. Je ne sais pas si on pourrait donner un nom à tout cet ensemble-là, si ça portait un nom, là. Mais tout ce que tu fais, moi j'appelais ça les faits maudits, puis c'était le titre de l'émission que je faisais dans le temps. Toi, tu appelles ça une zone parallèle aussi. C'est pas bête, ça se ressemble. C'est des noms différents, mais qui veulent dire ça. T'sais. Ceux qui s'intéressent à ça, entre guillemets. T'sais. Le livre est pour eux. Soit qu'ils commencent, ou soit qu'ils sont rendus loin. Parce que ce livre-là, c'est le livre des originels. C'est le livre des fondateurs. C'est le livre de ceux qui ont créé la capacité et l'accès à ces mystères-là. Parce que ce sont des mystères anciens qui ont 3, 4, 5 000 ans et plus. Et qui ont été cachés, occultés pendant des millénaires. Et aujourd'hui, avec l'accès à tout, avec Internet, on peut dire que depuis 1995, parce que c'est là qu'Internet est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec Microsoft qui avait sorti son logiciel, là, son Windows. Bon, c'est ça, Windows 95. Quand Windows 95 a sorti, c'est devenu l'explosion. Là, tout le monde avait accès à tout. Puis aujourd'hui, en 2019, regarde, c'est encore bien plus avancé. Trop, des fois. Trop, ouais. Trop, parce qu'il y a de la cochonnerie sur Internet autant qu'il y a de belles choses. Et c'est pas toujours facile de faire le tri. Mais là, les gens ont accès. Le problème, c'est que ça crée une espèce de chaos, de désordre, où à peu près n'importe qui dit n'importe quoi quand officiellement, elle devrait se fermer la gueule. Parce qu'il ne connaît rien là-dedans. Zéro. Mais ça se part des sites à pu finir. Puis, tu sais, le problème, c'est ça un peu. C'est que Seigneur, n'importe qui peut se partir un site Internet ou une page Facebook professionnelle. Comprends-tu? Je veux dire, avec du beau lettrage, puis c'est un beau graphique, un beau titre. Puis tu remarqueras que des sites, tu sais même pas qui est en arrière de ça. Tu n'es même pas capable de savoir le nom de la personne ou ses coordonnées. Tu sais. Tu sais pas. Tu sais rien. Puis on met aucune connaissance du sujet. C'est là que ça devient un trop, là. Ben, c'est ça. On parle du trop de tantôt, là. C'est ça. Alors là, n'importe qui veut s'intéresser tombe sur ce monde-là. Ça dit n'importe quoi. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors moi, j'ai dit non. Il faut que j'écrive un livre sur les originels, sur ceux qui ont permis aux gens que nous sommes aujourd'hui et que j'étais à l'époque, d'avoir accès à ces connaissances-là, mais d'avoir accès à l'original, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Et ce qu'il y a dans ça, c'est les retrouvailles je pense qu'il y en a 24 ou 25, je pense, thèmes dans ce livre-là. Il y en a 25. Alors, ça part avec Akhenaton qui tout de suite va nous... On rentre, puis là, on se rend compte que la Bible est une grosse convergence, puis qu'Akhenaton vient nous rendre compte que là, minute, là, Moïse, c'est plus ça pantoute, là. Tu sais, tu sais, lis-les comme faut, puis tu vas te rendre compte qu'il y a un problème, là. Après ça, tu tombes sur Arius, puis après ça, tu tombes sur Apollonius de Tyane, puis en passant, là, c'est pas des noms connus. Non, parce que j'en ai appris. Je sais. Il y a des affaires que je connaissais même pas. Akhenaton, oui, j'avais déjà entendu, mais jamais m'arrêter sur l'histoire. Ça fait trop longtemps. Ces gens-là ont été oubliés. Et moi, je les ressuscite. C'est ça que je dis, là. C'est les originels, là. Je fais sortir les originels. J'aime pas dire les originaux, parce que ça, c'est de la peinture, là, mais des originels, les tout premiers, les fondateurs. Il y a du monde qui utilise le mot voyage astral. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Qui a prononcé ça la première fois? Qui a appelé ça comme ça? C'est la Société de théosophie. Page 103. La ST que tu écris un peu partout. Là, la ST, oui. Société de théosophie. Ça a été fondé par Elena Blavatsky. Ça date du 19e siècle. Rudolf Steiner qui est dans ça, qui a été un des gros morceaux qui a créé le nouvel âge tel qu'on le connaît aujourd'hui.
tout ce qu'on entend, là, ça vient de lui, ça. Puis lui, il l'a pris de Blavatsky, puis Blavatsky, elle, est en communication avec une entité, bon, et ainsi de suite. Tourner des tables, spiritisme, les médiums, Kardec. Tu peux pas passer à côté de Kardec, c'est le fondateur du spiritisme. C'est de là que ça vient. Mais il faut connaître sa vie, il faut savoir ce qu'il a fait, puis ce à travers quoi il a passé, mais il faut surtout savoir que Kardec a été incendié par l'Église. Mais littéralement, parce qu'elles ont pris tous ses livres et elles les ont brûlés dans la rue. C'est vrai. Devant les gens. Dans la rue. Imagine, là, moi, que l'Église ferait ça. Et maudit serait payant. Non, mais ça a relancé le spiritisme à travers le monde, ça, d'avoir fait ça. Mais le problème du spiritisme, c'est que c'est très facile de truquer. C'est facile. Oui. Et il y en a qui ont vu ça aussi. Oui, mais j'ai remarqué justement... Il y en a qui ont vu ça. Alors... Ça se traite de médium, puis ça organise des séances, ça lève des tables, ça fait toutes sortes de maudites niaiseries, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, ben là, tu fais plus la différence entre le vrai et le faux. C'est valable même pour Mme Minou qui est là, puis qui te parle, puis qui te dit « Ah oui, j'ai votre père, là, j'entends votre père, là. » Bon, c'est ça... Puis moi, à un moment donné, j'ai fait ça pendant un temps. Je me suis tanné, mais moi, j'allais voir les médiums. Moi, je dépensais mes payes pour ça. J'allais voir les médiums. Et puis, je les laissais aller. Puis, il y en a un, à un moment donné, non, il y en a une, à un moment donné, qui me dit « Votre sœur. » Puis là, je disais, oui. Qu'est-ce qu'elle a, ma sœur, tu sais? Ben, votre sœur est en grand danger, tatati, tatata. Puis là, je laissais aller. Puis là, j'étais inquiet. Puis j'étais, oh, mon Dieu, Seigneur. Puis à la fin, j'ai dit, hey, la tarte, j'ai pas de sœur. J'ai jamais eu. Tu sais, pour qui tu te prends, là? Tu sais, tu vas me demander 40$. Tu l'auras jamais assez. Puis là, je sortais. Mais je gardais son nom, elle. Tu sais. Fait que quand ça revenait, cette femme-là, là, penses-tu que j'envoyais du monde chez elle? Là? Je n'ai fait de ça, j'en ai fait. Il m'haïssait. Ben oui, c'est sûr. J'étais une terreur pour ces gens-là. Parce que je les défaisais. Tu les dénonçais aussi. Oui, parce que eux autres, le truc du faux médium, c'est de te faire parler. De te mettre en confiance, de te faire parler, puis d'aller à la pêche. Fait que si t'es là, puis tu dis, fait qu'oubliez pas, ça se peut que parmi les esprits qui vont venir, ça pourrait être celui de votre frère, puis là, tu regardes, là. Tu sais, puis si tu bouges pas, mais qu'à un moment donné, tu dis, puis ou d'une de vos tantes, puis là, la personne a fait ça, là. Elle fait juste se relever un peu. Ouais. Tu sais, dans le non-verbal, là. Exactement. Elle fait juste bouger un peu, tu sais, juste un peu, ou les yeux, whatever. Là, elle est pas folle, là. Elle voit ça, tu sais. Oh, je pense que votre tante, tu sais, puis là, ça part, là. Tu sais, puis là, l'autre, elle s'avance, là, tu sais, puis il donne tout gratis, là, tu sais, comme elle se livre elle-même. D'abord, elle a une tante, elle est morte, puis elle l'aimait. Ça, là, avec ça, elle peut aller loin, là. Même qui n'a pas de tante morte? Une vieille tante. Ça, tu sais, c'est sûr. Alors, c'est leur truc, tu sais, puis c'est pour ça que je dis, si vous allez voir un médium, amenez-vous une photo, plantez-la là. Puis bougez pas, cachez-vous en arrière, parce que ces gens-là ont étudié puis ont travaillé le non-verbal, les réactions inconscientes, les doigts qui bougent. Il y a un nom à ça. Oui, la sémiologie. Je sais pas, logie, là, mais... La sémiologie. La kinéo. Sémio. Attends un petit peu, je vais ouvrir ton micro. Il y a une émission qui passe un peu comme mentaliste. Les autres, ils étudient le comportement des corps. Il y en a un, c'est une émission... C'est un sémiologiste. C'est de la sémiologie. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, je l'utilisais, ça, avec mes témoins pour savoir s'ils mentaient ou pas. Parce que si tu regardes à gauche ou à droite, quand tu essaies de... Comme par exemple, si tu fais une entrevue, pas une entrevue, mais une enquête avec un témoin qui te dit qu'il a vu telle affaire, et tu lui dis, raconte...
là, je me souviens plus parce que je suis plus sur le terrain, là, puis là, mais s'il regarde, je pense que c'est à gauche, un des deux, là, je me souviens plus, puis c'est sa gauche à lui, pas la mienne, là. Mais s'il regarde sur sa gauche, il invente, puis s'il regarde sur sa droite, il se souvient. C'est une différence. C'est ça. C'est soit son monde imaginaire ou soit c'est sa mémoire qu'il essaie de revoir dans sa mémoire. C'est ça. Alors, soit que tu construis une histoire ou tu te souviens d'une histoire, tu sais. Dépendant où tu regardes. Mais il y en a qui disent pas toujours vrai, puis c'est vrai que c'est pas toujours vrai. Mais, à un moment donné, là, si tu t'aperçois qu'il est tout le temps là, puis là, tu dis, regarde, ça se peut qu'il invente, tu sais. Puis, l'autre truc aussi qui consiste à raconter son histoire à l'envers. Ça tue, ça. Tu sais pas de quoi je parle. Hein? Tu commences par la fin, à l'envers? Oui. Tu commences par la fin. Tu dis, OK, pars de ton observation, tu es devant tu dis que l'objet est dans le champ, là. OK, pars de là, mais recule. Qu'est-ce que tu faisais juste 2 minutes avant ça? Avant, jusqu'au moment où tu t'es levé de ta chaise, puis tu comprends-tu, là? À reculons. Okay. Ah, c'est une bonne méthode. Ils sont pas capables s'ils l'ont inventé. C'est une Moses de bonne idée, ça. Le cerveau ne se rappelle pas d'un mensonge. Faut que tu le refabriques à mesure. Mais à l'envers, t'es fourré. Parce que tu sais pas où tu t'es rendu. Mais si tu l'as vécu pour vrai, c'est faisable. Lentement, là, mais c'est faisable. OK, oui. Ah oui, non, avant ça, je faisais. Avant. Tu l'as vécu. Tu es capable de t'en souvenir. Tu l'as vécu. Alors, là, ça. Et ça, je l'ai fait à quelques reprises, tu sais. Puis ça marche. C'est donc bien génial comme idée. J'avais appris ça d'un policier de Los Angeles qui a inventé cette méthode-là. Puis j'étais entré en communication avec, puis j'avais tout demandé comment est-ce qu'il faisait son affaire. Il m'avait répondu. Il avait été super correct, le gars. Puis je veux dire, j'ai eu une belle relation avec lui. Puis c'est lui qui m'avait tout montré comment faire ça. Il y a un nom à ça, mais je l'ai oublié, là, la méthode whatever, là, de son nom à lui. Et c'était du LAPD, là, c'est un enquêteur. C'est lui qui avait mis ça au point. C'est vrai que si tu as vraiment vécu le moment, peu importe où tu vas poser la question d'un temps précis au moment où ça s'est produit, tu te rappelles de tout. Ou quelqu'un qui a vécu quelque chose de très élaboré, il s'en souvient, il se souvient de ses menteries à l'endroit, mais pas à l'envers. Parce qu'à l'envers, il faut qu'il fasse appel à sa mémoire. Tu peux pas te souvenir de quelque chose qui n'a pas existé. Exact. Le cerveau capote. Il fait... il hésite, là, puis là, à un moment donné, tu dis, OK, laisse tomber. Bye, tu sais. Bye. C'est génial. Non. Faut que j'essaye ça. C'est pas facile. Théoriquement, ce que tu fais, là, c'est que tu prends une feuille de papier, puis là, tu dis, OK, alors, t'écoutes son histoire. Puis là, le gars, il dit, OK, là j'étais chez nous, je faisais ça. Tu mets un mot, là. OK, il faisait la vaisselle. Bon. Non, là, il faudrait que ce soit une femme. Attends une minute. Va donc! OK, il faisait la vaisselle. Ça, c'est un. Tu sais. 2, il a entendu le chien. OK, il a entendu le chien. Puis 3, puis 4, 5, 6, 7, jusqu'à la chose, tu sais. Toi, tu l'as tout noté, tu l'as tout ici, là. Puis là, tu dis, OK, fais-moi donc ça à l'envers. Là, il va dire, de quoi? Ben, pars de là, puis recule. Mais là où il a menti, là, c'est là que ça va bloquer. Puis surtout si la partie ufologique ou autre, elle est complexe. Là. Il y a beaucoup de tableaux. Là. Les mettre dans l'ordre, à reculons, jamais. Jamais de la vie, il ne sera jamais capable. Il ne sera jamais capable. À moins de savoir que ça va y arriver, puis il va se préparer à ça. Là, c'est une autre histoire, là. Mais habituellement, les gens, ils savent pas ça, tu sais. Fait que là, c'est à espérer que le prochain que tu vas le faire, il n'est pas à l'écoute. Parce que ça tue, hein. Ça tue. Moi, j'en ai... tous ceux qui sont dans mon livre, moi, là j'ai fait des tests comme ça. Ben, ils seront au courant que si j'arrive dans le décor, c'est vrai ce que tu as à dire, parle-moi. Ouais. Ben là, tu vas t'éviter des problèmes. Ben, c'est ça. Il y en a qui vont dire, non, on va pas. Moi, je vais gagner du temps. J'avais pogné des étudiants de Laval, moi, qui voulaient me faire ça. Ils voulaient me faire croire. Les étudiants, c'est comment est-ce qu'ils sont, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on dit, hey, on va le pogner, le gars Caso, là, tu sais, on va lui faire croire ça, on va lui monter ci, ça. Puis, je veux dire, je les ai eus, moi, ça a pris 3 minutes.
3 minutes. J'ai dit, bon, on va arrêter, boys, là. Je dis, regarde, allez rire de quelqu'un d'autre, là, moi, j'ai pas de temps à perdre. Puis ils sont restés assez bas. Ils ont dû se demander, puis je pense qu'ils, même 40 ans après, ils doivent se dire, comment est-ce qu'il a fait, le gars, pour savoir. Tu sais, mais tu sais, il l'avait écrit d'en face. Quand ils sont plusieurs à parler, ça, c'est un autre truc, ça. Quand ils sont plusieurs à parler, et qu'il y a un témoin qui est exposé être un témoin principal, là, tu te demandes pourquoi c'est lui. Le témoin principal, tu sais. Pourquoi c'est lui, tu sais? Pourquoi c'est pas les autres, tu sais? Ben, surtout, c'est l'ont tout vu. Ben, c'est parce que c'est lui qui a parti à joke, c'est lui qui veut la finir, c'est lui qui veut réussir, tu sais. Fait qu'il y a ça. Deuxièmement, quand il est en panne de mémoire, puis que les gars se regardent, déjà, c'est suspect, là. Parce que les gars ont pas à se regarder pour une image qu'ils n'ont pas vue. Ils peuvent le faire pour quelque chose qu'ils ont vu, mais c'est pas eux autres qui l'ont vu. Pourquoi ils se regardent? Parce que il ment. Oups, il s'est fourré dans sa menterie, là. Puis là, ils se regardent en voulant dire. J'ai-tu dit correct, moi, là? Ouais, c'est ça, tu sais. C'est là que je les ai pognés. Tu sais. Puis ils sont tous restés l'air bête en même temps. Parce qu'ils savent tous que c'est pas vrai. C'est pas un qui le sait, l'autre elle le sait pas, puis là c'est ici, puis non, c'est une gimmick l'affaire. Fait que j'ai pogné la gimmick, tu sais. Alors, boum, ça a été fini, terminé, tu sais. C'est jamais allé dans mes livres, jamais allé sur aucun de mes sites. Et c'était une belle histoire. Oui, c'est une belle... Ouais, c'est une belle histoire. Mais tu sais, je la saurais jamais parce que c'était de la bullshit. Ouais, c'est ça. Mais la radio aide aussi beaucoup. Quand tu fais des entrevues, là, comme j'en ai fait, là, puis j'en ai fait, mais ça aide aussi parce que à force de parler à des gens puis faire des entrevues, tu regardes, tu es en studio, tu sais, surtout là, celle en studio au téléphone, c'est plus tough, mais puis tu regardes son... Moi, à un moment donné, j'avais eu... comment ça s'appelle, là? Ah, c'est un gars de la construction, ça. Daou. FTQ, peux-tu? Daou. Fernand Daou, peux-tu? Ça me dit quelque chose. Ouais. Un maudit baveux. Il était son non-verbal, là, c'est « je veux te mettre mon poing sur la gueule ». C'est ça qu'il voulait faire, tu sais. Puis je le sentais, puis je le voyais, tu sais. Alors je me suis mis à le baver. Puis à le baver, puis à le baver, puis à le baver, jusqu'à ce qu'il se ridiculise par sa violence verbale, tu sais. Puis il l'a fait, tu sais. Fait que qui a eu de la fou, c'est pas moi, c'est lui, tu sais. Alors ça, c'est des trucs que tu apprends dans le métier. Et quand tu te retrouves avec des témoins d'OVNI, il n'y a pas de grande différence. C'est des humains aussi, c'est du monde. Ça aide aussi. Tu sais. J'ai toujours engagé, moi. J'engageais pas parce que tu fais pas bien d'argent avec ça, fait que t'engages personne. Mais j'ai toujours formé des bénévoles là, qui voulaient faire de l'enquête avec soit des anciens policiers, des policiers à retraite, surtout des gars qui font des enquêtes pour les assurances ou pour les impôts. Ils sont chiés. L'enfer. Mais ils sont bons. Ils sont bons en maudit. J'ai toujours utiliser des gens comme ça ou des gens qui ont affaire avec le public, tu sais, qui ont un lien avec le public, tu sais. Rarement un comptable, tu sais, parce qu'ils savent pas comment ils sont pas bons, tu sais. J'en ai eu 2-3 là, puis sont bien fins, mais ils sont pas bons, tu sais. C'est triste à dire, mais ça prend du monde qui ont eu même une serveuse, une barmaid. J'avais une barmaid, moi c'était l'enfer. Et elle allait chercher des affaires dans le fond du témoin, là, ça n'a pas de maudit bon sens, ça en était cochon à un moment donné, je ne revenais pas, je la regardais faire, je dis, elle est bonne en maudit, tu sais, parce que là, le gars sortait, c'est toutes ses tripes, puis il mettait ça sur la table, puis quand tu mets des émotions sur la table, c'est comme une enquête que j'avais faite à Turso, ça c'était épouvantable, ça. Une grosse affaire, là. Ça c'était gros, ça. C'était ça ou c'était pas ça, là. Tu sais, ça venait de l'autre bord ou il a menti. Tu sais, tu peux pas te tromper quand tu as une carlingue de 747 qui flotte au-dessus de ta grange. Tu sais, c'est immense, ça, là. Fait que, soit que tu l'inventes ou c'est arrivé. Tu peux pas te tromper, comprends-tu? Mais non, c'est sûr. Alors, puis une fois qu'il a eu tout raconté son histoire, qui impliquait son fils et sa femme,
moi, je suis retourné, moi, une enquête comme ça, ça dure des jours, puis après ça, je peux laisser passer plusieurs semaines, je retourne, tu sais, comme une enquête policière, dans le fond, le même principe. Tu sais, moi, un policier me disait, Jean, il faut que tu retournes, là, 2-3 fois, puis si l'histoire change à chaque fois, là... c'est un méchant problème. C'est ça, un méchant problème. Puis il dit, même des fois, là, tu peux attendre, puis 6-7 mois après, tu rappelles pour un détail. Juste pour voir si c'est le même détail, tu sais. Parce que le cerveau va oublier un mensonge bien plus vite. Oui, c'est vrai. Alors, je le faisais, ça. Et là, à un moment donné, je décide de retourner 5 ou 6 mois après, une visite surprise. Tu sais, juste. Et je rentre, je cogne à la porte, tu sais, puis là, il m'ouvre. Et là, il me regarde, mais il est pas... Jean, tu sais, il est très éteint, là. Fait là, je dis, ça va, tu sais. Je l'ai pas dit, mais il dit, ma femme est morte, tu sais. Fait qu'il dit, oh shit, je m'excuse, je le savais pas, puis là, je me confonds en excuses, pas le temps d'aller l'écœurer avec ça. Fait que je viens pour m'en aller, puis il m'attrape par le bras, tu sais. Puis il me dit, c'est eux autres qui ont tué ma femme. Eh, c'est bol. Je suis resté. Je me l'avais raconté, celle-là. Je suis resté assez, ça m'a. Oh, wow. Si le gars m'a raconté des cracks, là, il n'y a plus le goût de ça, là. Non. Sa femme est morte, là, il n'y a plus le goût de ça, là. C'est plus drôle, là. Tu le vois bien que c'est vrai, là. Ouais, là, tu te rends compte que c'est vrai, là. S'il mêle la mort de sa femme à ce qui est arrivé, les deux sont vrais. Oui. Les deux sont vrais, là. Parce que son émotion était là, était palpable, les yeux pleins d'eau, puis tout, là. Puis il me pogne le poignet, là, puis c'est infirmier, là, fait que, je veux dire, je l'ai senti, là. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit non. Mais j'en ai aucune idée. Mais j'ai dit non parce que il se serait effondré là. Tu sais. Ah non, je te dis, ça, c'est des preuves de véracité. Tu leur dis, il me semble que je le sens comme si j'étais avec toi quand c'est arrivé. Ah oui, non, c'était très fort. C'était intense. Mais ça, c'est un de mes plus beaux dossiers, ça, que ça n'a pas de maudit bon sens, ça, l'affaire de Turso, là, c'était quelque chose. Puis j'en ai eu beaucoup comme ça, tu sais. Oui, mais réserve-toi-en. Non, je ne peux pas parler de ça. Non, mais réserve. J'en aurais pour des années. J'en ai fait 20 livres. Ben, c'est ça. Bon, puis j'ai pas fini. Tu sais, il pourrait en avoir d'autres, tu sais. Alors, non, c'est l'émotion, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'émotion doit accompagner tout phénomène d'origine spirituelle, ufologique ou métaphysique. Ça va ensemble. Exact. Parce que ça te sort de ta zone et tu peux pas faire autrement de ta zone parallèle, tu sais, comme tu dis. Ça te sort de ta zone pour t'emmener dans une autre où t'es pas chez vous, puis tu comprends pas, puis ça te dépasse. Fait que ça crée une émotion qui est, on le sait, la peur, la terreur, mais comme certains de mes témoins, ou la haine, comme certains de mes témoins aussi. Il y en a un là, qui il zaillit comme si il vivait à côté de chez eux. Puis ça fait 10 ans de ça. Puis, ou l'amour, tu sais, une espèce de quelle que soit l'émotion, ça en prend une. Moi, quelqu'un qui me dit, ouais, que là, ils sont sortis, là. J'ai dit, il veut aller, là, les extraterrestres, là, puis, c'était quelque chose à voir. Ouais. Oui, il voyait pas la face quand il parle. Non, tu sais, regarde. Fait que en tout cas, là, à partir de maintenant, si quelqu'un veut savoir comment mentir, il le sait. À vos gardes. Maintenant, je sais comment faire. Oui, je sais comment faire. On va aller à la pause, on vous revient tout de suite après. On est de retour avec Jean Cazot. Encore une fois, peux-tu nous faire un petit retour sur la météo ou... Sur la météo?
Bien sûr, la température n'a pas changé. Mon micro fonctionne. Là, il fonctionne okay. Tantôt, mais j'ai compris pourquoi il fonctionnait pas. Mais là, tu vas être en business. Bonne nouvelle pour tout le monde. La température n'a pas changé. Toujours un beau 26 degrés qui nous attend au cours de la journée. D'ailleurs, on doit être pas mal dedans là, à l'heure actuelle. Et c'est ça devrait se continuer durant la semaine, sauf lundi, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il annonce de la pluie à 90% lundi. Donc, sortez vos parapluies et profitez de cette belle journée aujourd'hui et demain, parce que ça va être très beau, ensoleillé, la belle chaleur. Wow! Est-ce qu'on a reçu des messages aussi? Oui, j'ai un message de Benoît Maranda qui s'adresse bien sûr à Jean Cazot. Il a écrit il y a une question en bout, mais j'aimerais ça te lire, Jean, tout ce qu'il a écrit parce que je trouve ça très beau et ça rejoint vraiment ce que moi j'ai ressenti en lisant le livre. C'est toujours avec grand plaisir que je plonge dans les livres de Jean. J'ai commencé la lecture du livre, je suis en mi-chemin. Tout chercheur et chercheuse sincère s'intéresse à l'histoire de la spiritualité, trouvera dans les Divergents un intéressant panorama de ces personnes trop méconnues qui ont tracé les grands courants de pensée dans ce domaine en marge de grandes religions. J'ai le goût d'en apprendre davantage et le livre m'incite à aller plus loin presque à chaque détour. Merci à Jean de partager encore une fois ses convictions à travers ce livre. Convictions qui ont une grande résonance en mon fort intérieur et en celui de bien d'autres lecteurs et lectrices, dont moi-même, j'avoue humblement. J'ai une question pour Jean. Lire des livres comme les tiens, s'instruire, se faire une tête du sujet, une idée du sujet en fait, comprendre, prendre conscience et adhérer au principe de devenir un libre penseur, c'est important. Mais en fait, on fait quoi ensuite avec tout ça? Comment on concrétise cela dans la vie de tous les jours? Il n'y a pas de réponse à ça parce que on a tous un destin. On a tous une mission. On a tous un plan défini. Moi, quand je suis venu au monde, c'est sûr que j'étais un bébé. Je savais pas ce qui se passait, puis je l'ai pas. Ça a pris ben du temps avant que je le sache. Mais en tant qu'esprit, je le savais. Je le savais parce que j'ai jamais été un bébé en tant qu'esprit. Des bébés esprits, ça n'existe pas. Comprends-tu? Tu as des esprits qui sont vierges, là, qui viennent d'arriver, mais ça, c'est pas ça que je parle. Je parle, là, dans le sens que il y a une maturité naturelle qui se fait sur le fait qu'on est un esprit, tu sais. Puis un enfant qui meurt, c'est pas un petit ange qui va au ciel, c'est un esprit entier, complet, là. Tu sais, c'est. Alors, cet esprit-là, lui, le sait. C'est lui qui a la charge, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est le boss, le capitaine, c'est lui le maître de ta vie. C'est lui, c'est l'esprit. Et c'est pas Benoît qui est le chef, qui est le boss. C'est son esprit. T'sais. Alors, la seule façon de savoir, quand il dit qu'est-ce qu'on fait après, qu'il attende. Parce que c'est ce qui va arriver, qui doit arriver. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Ça sert à rien de dire, d'abord, premièrement, parce que il n'y a pas une réponse semblable pour chacun. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, moi, je sais pas qui est, si Benoît était, je sais pas, moi, de la famille, puis je le connais depuis 30 ans, ben là, tu sais, peut-être j'aurais des éléments de réponse connaissant sa vie. Ah, tout à fait. Mais encore là, je me mêlerais de ce qui me regarde pas, mais je pourrais quand même, tu sais. Mais là, j'ai aucune idée qui il est, donc je peux pas répondre à ça. Deuxièmement, c'est à lui de se rendre disponible à ce que son esprit va vouloir lui faire faire. Et comment se rendre disponible? Ben, c'est pas compliqué, c'est se rendre disponible. Tu sais, je veux dire, moi, là, si je vais sonner à la porte d'une entreprise, je vais chez Desjardins, tu sais, on est à Lévis, là, je vais chez Desjardins, puis je veux devenir, je sais pas ce qu'ils font là-bas, là, mais ils font bien des affaires, un employé. Mm-hmm. Puis on me dit, ben écoutez, M. Cazot, on a toutes vos chats, restez disponible dans les prochaines semaines, tu sais.
Ben, c'est pas le temps de partir à Old Orchard. Là, c'est pas le temps, là. Ouais. Puis c'est pas le temps de passer des heures au téléphone, là. Rends-toi disponible, c'est-à-dire, fais en sorte que quand Desjardins vont t'appeler, ben, t'es là, puis t'es prêt, puis tu peux te rendre drette là, sur place quand c'est le temps. Comment tu veux dire? Bon. Alors, c'est un peu la même chose. C'est de se rendre disponible, de rester à l'écoute. De rester à l'écoute. Rester ouvert. L'esprit fonctionne de différentes manières selon les gens, mais souvent c'est sous la forme de rêve parce que le corps, excusez l'expression, là, mais quand on dort, le corps ferme sa gueule. Fait que... Non, même encore. Hein? Même encore. Quand et il dort, peut ronfler fort, puis il peut parler seul. Mais reste que c'est quand dans le rêve, tu es plus vulnérable. Tu sais, la conscience est plus vulnérable. Là, souvent, l'esprit va s'exprimer dans les rêves. Alors, mais c'est pas l'histoire du rêve qui est importante. C'est pas le récit. Ah, m'a raconté mon rêve. C'est l'émotion. Encore là, je reviens là-dessus. C'est l'émotion. L'autre affaire dont je parle souvent, c'est la résonance. Puis ça, la résonance, c'est le plus beau cadeau que l'esprit fait à l'être humain. C'est un système d'alarme, en français, je sais pas, built-in, qui est incorporé. Ta sonnette d'alarme. Oui, ta sonnette d'alarme interne qui retentit. Comment? Ben ça, c'est toi qui vas le savoir, là. Mais ça peut être un frisson, ça peut être des poils dans le nuque, ça peut être juste... ça peut être n'importe quoi. Tu sais, il n'y a pas de norme pour ça. Tu sais. Et cette résonance-là fait... ce qu'elle te dit, la résonance, elle te dit pas que ce que tu es en train de lire ou d'entendre est vrai. C'est pas ça que ça dit. La résonance, ça dit, écoute, lis. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Le reste va venir après. Puis la résonance va te dire, continue, puis à un moment donné, ça dit, arrête, ben t'arrêtes. Si tu obéis à ça, si tu réponds à ça, la résonance va venir de plus en plus claire. C'est un peu comme... Moi, j'aime beaucoup les analogies parce que je trouve que c'est la meilleure façon de montrer quelque chose. Mettons, tu t'en vas au Mexique, puis tout ce que tu sais dire, c'est bueno. Tu sais, c'est ton seul mot espagnol que tu connais, tu sais. Bah, tu iras pas ben loin. Mais si bueno chaque quoi, jour, bueno quoi, tu sais. Si chaque jour tu apprends des mots différents, que tu te rends disponible à les apprendre, tu te rends accessible à les apprendre, ben, au bout d'une semaine, tu es capable de demander l'heure, tu es capable de demander où sont les toilettes, tu es capable de demander ça coûte combien ça, puis... disponible, mais aussi, on peut dire avoir un intérêt à vouloir comprendre. C'est ça, exact. Alors, c'est sûr, parce que si tu restes là comme un innocent touriste de tabarnakos, puis tout ce que tu sais faire, c'est sacré, ben là, tu vas rester sur le bord de la piscine, là. Mais si tu veux avancer dans le pays, si tu veux, tu sais, c'est facile à comprendre ce que je dis, là, ben, rends-toi disponible à la langue. Mais la langue de l'esprit, c'est ça, c'est la résonance. C'est tellement bien dit, je pense. Comment est-ce que tu l'exprimes? Ben, moi, j'aime les analogies. Je trouve que c'est important de comparer à des choses connues. Tu sais. La résonance de l'esprit, le monde ne connaît pas ça. Ça n'a pas de quoi je parle. Je pourrais parler pendant des heures, donne rien. Mais si je prends une analogie, puis que je compare ça à quelque chose qu'eux connaissent, là, ils vont dire, ah, là, je sais ce qu'il veut dire. Tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, alors, moi, moi, là, j'ai raffiné la résonance, là, à un point où c'est à la seconde dans ma vie. C'est à la seconde. J'obéis qu'à ça. C'est pas compliqué, là. C'est qu'à ça. Je suis allé au restaurant tout à l'heure, là, ramasser du stock, là, au comptoir, là. Tu sais, le service au volant, là. Tu sais. J'ai pas aimé
j'ai eu une mauvaise résonance au tableau, là, tu sais, le tableau où est-ce qu'ils disent que c'est qu'il y a, là. La fille, là, qui m'a parlé, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je mettrai pas le feu à bâtisse. Je fais juste dire, j'ai pas aimé ça. C'était ici à côté? La vibration était pas bonne. Ouais, ben c'est parce que je pense qu'on a eu la même vibration parce que j'avais l'impression de, voyons, ils sont bien innocents. Bon, toi aussi? Ben oui. C'est bon. C'est intéressant, ça. Fait que là, quand je viens pour chercher le stock, j'aime pas ce que j'entends, j'aime pas ce que je vois. Mais j'y ai pas donné de marde, je l'ai pas traité de bitch. J'ai juste payé, puis j'ai pris mes affaires, je suis parti. Tu sais, on peut pas pour réagir à chaque fois. Mais je pas cette. J'arrive ici, elle s'est fourrée dans sa commande. En plus. Okay. Bon. Bref, ça, c'est de la résonance. Puis c'est très intense, puis c'est très précis. Mais ça, je l'ai développé, ça. Je l'ai développé. C'est-à-dire que je reste toujours à l'écoute de ce que je ressens. Et c'est soit mauvais, bon ou neutre. Ou à l'extrême, très mauvais, comme très, très mauvais, sort de là. Ou très bon, fait que, bouge, fait quelque chose. Ou ben, très neutre, c'est neutre. Là. Mais et c'est partout, et tout le temps. C'est tout le temps. Et c'est fantastique de vivre avec ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce qui fait que je le sais, je suis sur la bonne place ou pas. Exact. Je le sais, je suis avec la bonne personne ou pas. Puis quand je suis pas avec la bonne personne, je reste pas là longtemps. Puis ainsi de suite. Et c'est au téléphone, j'écoute un film, puis oups, j'ai une résonance de merde. Je ne sais même pas c'est quoi le film, il n'est même pas commencé, je le ferme. C'est tout. C'est pas bon. Je ferme ça, je vois un autre. Moi, Netflix, je te dis que je te brasse ça, c'est un temps riche, parce que ça arrive souvent que je vais pas plus loin que le début, puis je m'en vais à la fin. Ils ont-tu de la cochonnerie là-dessus? Ça n'a pas de maudit bon sens. Je l'ai plus, je sais plus. Alors, c'est ça qui est ça, et Benoît, pour répondre à sa question, une fois pour toutes, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Lui doit se rendre disponible à la résonance. Il doit s'écouter d'une certaine façon. D'être à l'écoute de soi, c'est d'être à l'écoute de soi, dans le fond. Parce que c'est son esprit, c'est pas celui-là du voisin. C'est le sien. En fait, c'est son esprit. C'est lui. Fondamentalement, c'est lui, parce que quand Benoît Maranda va s'éteindre, il restera plus rien de Benoît Maranda. Zéro avec une barre. Zéro. Rien, fini. Il n'a plus. À part des photos. Hein? À part des photos. Ouais, à part des photos puis un petit paquet de cendres. C'est tout ce qui va rester de lui. Faut juste pas qu'il perde ça de vue, là. Il restera plus rien, puis il reviendra jamais. Son esprit, oui. Alors, c'est lui, ça. Il faut qu'il pense en esprit au lieu de penser en humain. Il va changer de char, comme on dit. Oui, il va juste changer de char. C'est en plein ça. La mort, c'est ça. Tu changes de char. Tu l'envoies et puis c'est fini. Tu le regardes aller et tu dis, il s'en va où ce char-là? Il s'en va se faire recycler puis c'est fini. Il ne reste plus. Là, il va changer puis il va avoir des tu sais, le moteur va devenir des canettes de coke. Je veux dire, ça n'aura plus aucun rapport avec ce qu'il était. Il n'existera plus ce char-là. T'sais. Alors, c'est la même chose. T'sais. Jean Cazot, il existe. Mais à un moment donné, il n'existera plus. Fini. Non, mais il va laisser des méchantes belles traces. Oui, puis il va de son esprit. De son esprit. Pas de moi. Oui, c'est ça. C'est l'esprit, il est là à 100%. Le corps est là pour exprimer ce que l'esprit veut. Mais c'est bien fait. Parce que si on était un esprit conscient de l'être dans un corps inconscient d'être un esprit, je vois pas l'utilité. Je vois pas du tout l'utilité pour un esprit de s'incarner dans un corps inconscient. Ça n'a aucun sens. Les animaux font ça, mais pas nous autres. T'as-tu déjà pensé que c'est probablement ta dernière vie? Parce que toi et ta gang, vous avez écrit pas mal de ça. Je pense que j'ai l'impression que t'as comme fait un sprint final. Je sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va se décider quand je quitterai cette dimension-là pour de bon, là, je verrai. Je vais faire une évaluation de cette vie-là. Des objectifs que j'avais. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, dans l'armée, ça s'appelle un débriefing. Tu reviens d'une mission,
Alors, tu sais, quand les gars, ils partent, là, puis il y a une mission en Irak, là, puis il faut qu'ils fassent ci, puis il faut qu'ils fassent ça, puis là, c'est compliqué, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, ils reviennent. Et quand ils reviennent, là, ils s'en vont pas se coucher puis retrouver leur femme, là. Ils ont un débriefing, là, puis ça peut être long, ça. Fait que ça veut dire qu'ils s'assoient dans une salle, là, puis là, t'as des officiers qui sont là, puis ils savent tout ce qui s'est passé, puis là, ils te demandent comment ça s'est passé. Là, ils veulent savoir si tu mens, si tu racontes, si tu fais ci, si tu fais ça. Là, tu le fais faire à l'envers. Et bref, c'est du débriefing. Ils doivent raconter exactement tout ce qui est arrivé comme un rapport de police, si tu veux, tu sais, pour se faire débriefer. Parce que sans ça donne rien de les envoyer en mission si on n'a pas de feedback. Ben, quand tu meurs, c'est la même chose. Tu as un débriefing, mais sur ta vie entière, complète. Puis là, tu dis, j'avais un objectif qui était ça, je l'ai atteint. J'avais un objectif qui était ça. D'ailleurs, il m'est arrivé telle affaire. Pour que j'atteigne cet objectif-là, j'ai raté mon coup. Je l'ai pas fait. OK. Prends ça, mets ça là. Puis là, on continue. Quand tout ça est fini, tu regardes ce qu'il reste à faire, puis tu te dis, bon, ça n'a pas été réglé. Faut que je revienne. Faut que je règle ça. Ça... Là, tu vas t'organiser pour avoir un scénario de vie pour t'aider à régler cette affaire-là, qui est là, ici, là. Parce que ça peut pas rester non réglé. Parce que tout esprit est en atteinte de la perfection. La perfection. C'est comme un retour à la source. C'est retour à Dieu, si tu préfères. À la maison. À la maison. Retourne à la maison. Tu veux retourner à la maison, sur l'Olympe, d'une certaine façon. Alors, mais tu as du chemin à faire. Puis c'est d'une vie à l'autre. Mais chaque vie est la complétion de la précédente. Donc, tu dois... les hindous appellent ça le karma. T'sais? Karma qui, en passant... c'est comme namasté, il y a des mots français pour ça, quand on prend les mots français. Karma, c'est action-réaction. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si la cuillère qui est ici, je tape dessus, elle va voler dans les airs. Parce que l'action, c'est de taper sur le bout, puis la réaction, c'est que l'autre bout réagit dans le sens inverse. On comprend ça? Alors, action-réaction. L'exemple que je donne aussi souvent, c'est que si dans cette vie ici, j'ai donné des tapes à la gueule à tout le monde, ben, ça se peut que dans l'autre, j'en reçoive. Pas par punition. Pour que je sache qu'est-ce que c'est recevoir une tape à la gueule. C'est bien beau en donner, mais il faut apprendre ce que c'est quand t'en reçois. Tu vas peut-être en donner moins. Par contre, si tu apprends à comprendre ça... Et tu comprends pourquoi je donnais des tapes à la gueule, tu sais. Ça fait mal en maudit, ça. Est-ce que ces gens-là méritaient ça pour vrai? T'sais? Alors, c'est tout une... Et surtout, quand t'as pas de corps, le temps n'existe plus, t'as tout le temps qu'il faut pour tout te poser cette question-là. Moi, je me rappelle d'avoir vu un de mes oncles, quand il est décédé, il avait l'air d'une petite chèvre. Une petite chèvre en train de mourir sur le bord du chemin, là. Tu sais, là, je parle de son esprit, là. Tu sais, puis c'était, magané, tu sais. Puis 10 ans après, c'est comme si dans mon monde, à moi, ça a pris 10 ans, dans le sien, ça a pris rien. Je l'ai vu qu'il se promenait, il est venu me voir, puis il se promenait 2 mains dans les poches avec un grand smile, puis il passait à côté de moi, puis il dégageait une vibration de content, là, satisfait, puis je m'en vais explorer. Là. Tu sais, là j'ai nettoyé mes affaires. Là, je m'en vais là, puis salut mon Jean. Bang, il est parti. Tu sais, wow! J'ai dit, il a fait de l'ouvrage. Tu sais, c'est ça. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis, à un moment donné, il va revenir. Tu sais, il va revenir, c'est sûr. Il n'est pas fini. Il va revenir. Mais il va revenir avec un objectif totalement différent. Puis, il ne reviendra plus un petit mononcle, là. Tu sais, ça va être d'autres choses. Peut-être une femme aussi, tu sais. Changer. Il faut tout vivre des épreuves dans la vie, c'est important. Ça fait que tu vas revenir en femme, faut qu'on vive ça, tu sais. Faire la vaisselle. Ah, toi, ça va finir dans la balayeuse. C'est incinéré, je te jure. Non, mais c'est ça. On revient, puis on vit d'autres affaires en fonction de ce qu'on a besoin de vivre. Puis ce que je viens de te raconter là, c'est pas fou, ça. Ben non, c'est pas fou. Tu sais, c'est pas fou, ça. Moi, ça me résonne aussi. Ouais, moi aussi. Tu sais, c'est juste... c'est la réalité. Dans les divergents, j'en parle de ça avec le docteur Michael Newton. Oui.
J'ai vu même Steiner, t'as fait des Steiner aussi. Hey, ça, je savais pas qu'Annie Lennox de Eurythmics était inspirée de cet homme-là pour ses chansons. Ma fille Jenny va sûrement être contente de savoir ça. De Eurythmics, la chanson, là. Oui. Sweet Dream. Sweet Dreams, là, c'est de Rudolf Steiner. Ça. C'est inspiré de son mouvement Eurythmic. Je ne savais pas. Ben non, je sais. Il y a plein de trucs que je savais pas. C'est pour ça que je les offre, ces gens-là. Faut les connaître, faut savoir qui ils sont, faut savoir ce que c'est que la chrysmologie avant de parler de l'intuition, mais il faut savoir ce que l'intuition telle qu'élaborée par Bergson, qui a été c'est sûr que c'est pas le fondateur de l'intuition, c'est évident, mais c'est lui qui l'a rendu, qui nous en a parlé pour la première fois comme du monde. Tu sais, c'est un originel, lui aussi. Tu sais, bon. Ensuite de ça, c'est John Mack. J'ai pas besoin d'insister. Je reviens dessus parce que il est extrêmement important. Exactement. C'est un phénomène, celui-là, il est pas mort pour rien. T'sais. C'est un scientifique qui apporte une preuve de quelque chose. Tu sais, c'est lui qui... Ça n'a pas de bon sens. Je pense que s'il était pas mort, il y a bien du monde qui serait dans l'eau bouillante, tu sais. Ben, certainement. Ouais, il y a bien du monde qui serait dans l'eau bouillante parce que tous les psychiatres qui ont ri de lui, ils ont attendu qu'il meure. Il y en a une vache, là, une salope. Là. Elle, là, elle a descendu John Mack comme c'est pas possible 2 ans après sa mort. Elle n'aurait jamais eu les guts et le courage de faire ça quand il était vivant. Trop facile de le faire quand il est mort, tu sais. Oui, c'est ça. Là, elle était là dans ce temps-là. Fait qu'elle aurait pu le faire, tu sais. Elle était à Harvard, elle, quand c'est arrivé, ça, toute son histoire, tu sais. OK. Fait que ça aurait été le temps de sortir, là. Puis montre-nous que t'es brave, là, tu sais. Non, elle s'est cachée comme une poule mouillée. Puis elle a attendu 2 ans qu'il soit mort, puis là, elle te l'a incendié. Mais c'est tellement facile, il est mort, peut plus se défendre. C'est ça. Alors, non, ça, j'ai une très haute opinion de ces gens-là. Ben, je pense que j'ai la même. Mais tu sais quoi? Ça fait 1h30 qu'on a à l'émission, puis il reste à peine une demi-heure, puis on n'a même pas parlé du livre. On va être obligé d'aller encore pour une dernière fois aller à la pause. OK. Mais après, t'as vu mes post-it, là? Je pense que j'en ai 3 que je t'ai demandé comme question à date. Fait que on revient tout de suite après. On est de retour pour la dernière petite demi-heure pour l'émission. On n'a pas vraiment parlé du livre, Jean, mais il y a des questions que j'aurais tellement voulu te poser là-dessus. Puis, tu sais, j'ai... Ah ouais, chaude. Vas-y en rafale. OK. Réponse. Choix de réponse A, B. Non. T'as Giordano Bruno, que je connaissais même pas. Oui. Que lui a été brûlé pour avoir dit que la Terre était pas... le centre de l'univers. En fait, Giordano Bruno, qui était un évêque à cette époque-là... Il était évêque. Il n'était pas juste prêtre, lui. Non, c'est un évêque. C'est un évêque. Mon Dieu. Il était très avancé. Il a été condamné par l'Église parce qu'il avait des propos antichristiques. Il doutait de la divinité de Jésus. Et Marie, ça ne l'impressionnait pas non plus. Et si j'avais vécu dans le temps de Giordano Bruno, puis j'en serais pas surpris, j'aurais été à côté de lui, puis j'aurais dit « Ferme ta gueule! » Parce que ça, il comprenait pas ce bout-là. Qu'à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Ouais. Parce qu'il allait trop loin. Il s'est fait excommunier 2 fois. En plus. Il s'est fait mettre en prison pendant 8 ans de temps. Puis quand il est sorti, il a continué. Tu sais, c'est le genre de gars qui comprend pas. Mais il a donné sa vie avec ça, puis il a même dit « Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais retirer de mes propos. Je vois pas. » Ils l'ont cloué sur un bout de bois, puis ils ont
pris la langue, puis ils ont cloué la langue. Oui, ça, ils ont fourré le feu. J'ai trouvé ça épouvantable. Et puis ça, c'est les prêtres qui ont fait ça. C'est l'Église. C'est l'Église. Ça se peut-tu? Ils sont donc bien... écoute. C'est des... Non, c'est l'Église, ça. Sauvages? Oui, c'est ça qu'ils sont. Ils le sont encore, mais ils n'ont plus ce pouvoir-là. Oui. Non, cette une maudite capacité-là. chance. Ouais. Et Giordano Bruno aussi s'est mêlé de vie extraterrestre en disant, puis en passant, là, il n'y a pas rien que la Terre. Hein. Mais c'est ça. Il y a vie ailleurs, puis ainsi de suite, puis c'est un astronome aussi. Il était... c'est tout un... Moi, c'est un de mes préférés dans le... Ça m'a arrêté, parce que je connaissais même pas ce nom-là, ni son histoire, encore moins. Puis je me suis dit, veux-tu bien me dire ce qui a pris tout? Ces recherches pour tous les noms que mais ça, Giordano Bruno, comme je t'ai expliqué au début de l'émission, je l'ai pas découvert avant hier. On te l'a mis. Moi, j'ai découvert Giordano Bruno en 70 quand j'ai commencé à écrire mon livre, qui était un de mes premiers livres sur la Grande Alliance, que j'ai écrit ça dans les années 70. Moi, j'avais fait toutes mes recherches déjà. Moi, je le connaissais, Giordano Bruno. Je savais c'était qui. J'avais lu les livres le concernant, écrits par des historiens. Je me rappelais pas, mais je le savais c'était qui, tu sais. Ça, c'était pas un problème. Et la même chose pour tous les autres, tu sais. Arius, j'ai toujours su c'était qui, mais j'étais pas allé en profondeur. Là, je suis allé en profondeur. Apollonius de Tyane, ça, je l'ai découvert plus récemment. C'est l'autre Jésus-Christ. C'est que pendant que Jésus existait, présumément, parce que ça, c'est un autre livre qui s'en vient, pendant que Jésus vivait, il y avait ce gars-là, qu'on appelait Apollonius de Tyane, et qui avait à peu près le même comportement, la même allure que lui, à se demander si l'histoire de Jésus, c'est pas un mélange des deux, ou si c'est pas de Apollonius qu'on parle, mais à la fin, en 325 ans après qu'il est mort, Constantin, qui a fondé l'Église, hein, faut pas l'oublier, c'est un empereur qui a fondé l'Église. C'est pas pour rien que l'Église est à Rome, mais pas à Jérusalem. Alors, Constantin, lui, aurait préféré Jésus qu'Apollonius pour toutes sortes de raisons politiques, faut pas l'oublier. Alors, tu tombes sur le cul. Oui, tu tombes sur le cul quand tu lis ça, tu sais, parce que tu dis, pourquoi personne nous en a jamais parlé? Mais justement. La réponse à ça, c'est simple. Pendant des millénaires, des siècles, et en ce qui nous concerne ici en studio, pendant 2 générations, tu sais, on a 2-3 générations, l'Église a contrôlé l'enseignement public et privé. Ici au Québec, ça a duré jusqu'en 1964. C'est récent en maudit dans notre histoire. Mais c'est pas fini, ça. Elle contrôle plus l'enseignement, mais elle a tellement donné une direction à suivre que c'est rendu ça qu'on suit, sans s'en rendre compte. Alors, même dans les universités, même, c'est des convergences. C'est encore la convergence religieuse qui règne. Puis on suit le mode. Puis moi, j'ai même vu des historiens crédibles venir me dire... Oui, on est forcé d'admettre que Jésus a existé. Bullshit! Il n'y a aucune historicité, ce gars-là. Aucune. Il n'y en a pas du tout. 4 évangiles écrits par 4 inconnus, ça ne compte pas comme une valeur historique. Ça fait un beau conte pour enfants, mais c'est pas une valeur. Il n'y a pas de valeur historique à ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Bon, si je te parle de Christophe Colomb, il y a des historiens qui ont écrit sur ce gars-là à la tonne. On sait qui ils sont, ces historiens-là. On sait leur histoire à eux aussi. Bon, même chose pour Gengis Khan, même chose pour Alexandre le Grand. Nomme-moi qui tu voudras. On peut sortir le nom de tous les historiens par centaines qui ont écrit sur Jésus. Pas un seul historien. Pas un seul. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas rien d'autre que les évangiles. Oui, mais c'est évangiles, mais écrit par qui? C'est ça. Écrit par qui? Chacun, ils disent même pas la même version pour certains. En plus? Ah, ben ça, attends, moi, je suis là-dedans, là. C'est un manuscrit, ça, là. C'est ça. Je suis rendu à la page 325, là. J'achève, là. Alors, non, ça, c'est clair que c'est... Non, on sait pas c'est qui. On ne sait pas qui ils sont.
Puis il fait des recherches, puis c'est toutes des spéculations. Puis des On traductions. on pense de... que... ben ça, les traductions, ça, c'est pire encore. Là. Ouais, ça, j'ai vu ça aussi. Oui, sur ça, c'est d'autres... pire encore. C'est parce que ça, je sais pas dans quel bouquin que j'en parle, mais je veux dire, juste pour donner un exemple, quand à un moment donné, dans ce qu'il aurait dit, ce personnage-là qu'on appelle Jésus, qui est plus difficile pour un riche de rentrer au ciel qu'un chameau par le chat d'une aiguille. Te rappelles-tu de ça? Oui, c'est vague, là, mais c'est pas tout à fait le chameau, mais... Oui, là. Non, plus facile. Il est plus facile pour un chameau de passer à travers un trou d'aiguille qu'un riche pour entrer au ciel. Attends une minute, là. C'est un détail, tu vas dire. Mais il y a une porte à Jérusalem qui s'appelait le chat de l'aiguille. C'est une porte, c'était son nom, ça. Et quand les chameaux voulaient rentrer avec toutes les charges, ils devaient décharger le chameau, faire passer le chameau, faire passer la marchandise, puis repacter le chameau, parce qu'il était trop petit. Okay. Et c'était réputé pour ça que c'est difficile pour un chameau de passer à travers le chat de l'aiguille de Jérusalem. Okay. C'est une autre histoire. C'est plus la même chose. Mais l'interprétation est différente. L'interprétation, 2000 ans après, ben là, on pense qu'on dit, ben, c'est pas difficile pour un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille. C'est impossible. Tu sais, c'est niaiseux comme exemple. Tu sais, c'est la première chose qu'on se dit. Puis là, on se dit, ben, c'est une façon de dire que... Puis c'est quoi le problème d'être riche, en passant? Tu sais, qui nous empêche de rentrer? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette niaiserie-là de dire qu'un riche ne peut pas rentrer au ciel? Donc, ben niaiseux, ça. C'est tellement niaiseux, c'était tellement insipide, mais tu pouvais pas toucher à ça. Ce que je fais là, il y a 20 ans, on ne m'aurait pas permis de le faire à la radio. J'ai d'ailleurs été... me suis fait ramasser, moi, grave. Oui, tu avais perdu des promoteurs annonces, etc., parce que tu parlais de ça, me semble. Oui, puis je vais dire pire que ça. Il y a eu, à un moment donné, une chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui s'appelait, oh mon Dieu, Les mystères de l'insolite, je sais pas, quelque chose du genre. J'ai même oublié le nom du gars qui s'en occupait, puis je le fournissais, moi, j'y envoyais du stock, puis j'en écrivais, puis ainsi de suite. Il a perdu sa page la journée où est-ce que le cardinal, je sais pas quoi, de Montréal, a eu la sienne. Il dit, je peux pas côtoyer, je peux pas écrire dans un journal qui publie ça. Alors, ils ont enlevé l'autre, puis ils ont laissé le cardinal. Tu veux dire? Fait que, là, on parle des années 80, 90, là. Ça existe encore, ça. Contre ça, je me bats. C'est pour ça que Alors, les divergents, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui diverge d'opinion. Il faut aller plus loin que ça, là. Un divergent, il a consacré sa vie, il a consacré sa carrière, il s'est donné, ou il se donne encore, puis c'est encore ça qu'il fait. C'est un vrai divergent, c'est ça. Puis un vrai divergent, c'est aussi un libre penseur. Ben justement, puis j'ai l'impression des fois que les gens nous regardent si on avait de la marde d'en face. Oui, mais c'est ça aussi, mais c'est vrai, mais c'est ça qu'on a aussi. C'est ça qu'on a aussi. À leurs yeux, c'est ça. Ben, c'est ça. Ils nous voient comme ça. Parce qu'un convergent s'habitue à vivre dans une odeur, un confort, puis un milieu qui ne bouge pas, qui est statique, qui est immobile. Ben, moi, je pense que c'est eux qui ont peut-être un problème de crotte de yeux, qui voient pas clair. C'est parce que, oui, mais ils sont tellement nombreux qu'ils pensent qu'ils ont raison. Oui. Ils sont tellement nombreux à vivre ça comme ça qu'ils se confortent dans le nombre. En se disant, ben regarde, on est des millions à penser de même. Il n'y a rien que vous autres, les maudits flyers, tu sais, ou comme l'évêque me dit des fois, t'es un maudit pété, tu sais. Mais alors, oui, je suis un maudit pété, heureux de l'être, et surtout heureux d'avoir la tête sortie de la boîte. Moi, je suis bien de même, moi. T'sais? Ah ben non, moi je vivrais pas autrement. Non, moi non plus. Je vivrais pas autrement. Je serais incapable de retourner à ce que j'étais. J'ai sacrifié ma carrière radiophonique pour ça, moi. Et tu vois, je sais que tu fais des blagues sur, la femme qui fait la vaisselle. Je sais que tu blagues là-dessus. Oui. Parce que j'ai remarqué que tu as un très grand respect pour la femme. Ben oui, le féminin sacré, qui est un gros chapitre. Là, justement, c'est pour ça que j'en viens à ça. Parce que je le savais, parce que je le vois dans tes écrits de toute façon. Je sais que tu vas blaguer là-dessus comme n'importe qui va blaguer. C'est facile. Ben, c'est ça.
C'est facile, puis je sais qu'il va rire, puis qu'il rira pas. Mais moi, je vais en rire. Je suis capable de la rire parce que je sais de qui ça vient. Puis même si tu serais sérieux dans tes propos, je vais la rire pareil. Ouais, mais je pense pas qu'on peut être sérieux en faisant des... Ah, mais il y en a qui se croient, là. Ah, ben oui, c'est sûr. Non, pour moi, je pense que l'équilibre du monde va passer par la femme. Je dis pas par une femme, parce que je fais une grosse différence dans les divergents. Je l'explique, le féminin sacré, là, je l'explique, après avoir fait ma joke de Adam et Ève, là, avec le vieux, là. Oui. Tout nu en arrière du bosquet, là. Oui, ça, j'ai aimé ça, faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le principe féminin dont je parle. Okay. Le principe féminin. Et le principe féminin peut être activé par un homme. Justement. Ça peut être activé autant par un homme que par une femme. Moi, j'ai toujours dit que j'ai un côté femme plus développé que bien des gars que je connais. Oui. Mais c'est pas dans mon quotidien que ça va se manifester. Mais c'est parce que la femme a beaucoup plus... Je la fais pas la vaisselle, j'haïs ça. C'est pas là que ça se manifeste. C'est parce que la femme, je dirais qu'elle a un côté intuitif beaucoup plus développé. Puis de là, j'ai l'impression que... L'écoute. Ben c'est ça. Selon, il y a une vidéo que j'ai vue, ça m'a comme un petit peu, je vais te donner le nom. Pierre Jovanovic, je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, je le connais très bien. Bon, ben tu sais, lui, il parle avec les textes sumériens, qui dit là-dedans que la femme, selon lui, c'est les Juifs ont dit, wow, c'est pas la femme qui est... Dieu est pas une femme, là, c'est un homme. C'est les Juifs qui ont décidé que c'était ça. Oui, les Hébreux. C'est ça. C'est les Hébreux. C'est pas les Juifs, c'est les Hébreux. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Non, mais il continue de dire ça, les Juifs. Mais je veux dire, il faut faire une différence entre les Juifs et les Hébreux. Là. Fait que les Hébreux, dans l'Antiquité, voyaient Dieu comme un homme, les Arabes aussi. Et par contre, ce sont les Sumériens qui ont intronisé le principe du féminin sacré. Ça, c'est clair qu'ils nous ont fait comprendre ça, mais on a rejeté tout ça comme tout ce qu'ils ont amené les Sumériens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, leurs descendants n'existent plus sur le plan religieux, ils sont devenus des musulmans comme tous les autres. C'est l'Iran, l'Irak, puis c'est... Mais l'homme a tellement rabaissé la femme depuis ce temps-là, parce qu'il s'est mis... Je donne l'explication. Ouais. Je donne l'explication, puis je veux pas vendre la mèche, mais je donne l'explication dans les divergents. Il y a un seul homme qui a fait ça. Puis toute l'Église a suivi pendant des siècles et des siècles. Mais c'est un homme. Un Christy frustré sexuellement parlant, d'ailleurs, sa vie. Frustré grave, qui s'est fait cochonniser par les putains de l'endroit où il restait. Il est venu enragé contre les femmes. Il s'est mis à les détester, puis sa mère, puis tout. Et c'est lui qui a commis les premiers écrits contre les femmes. Il a été suivi. Quand il est devenu un grand-père de l'Église, il a continué. Il est dans la... Écoute, tous les autres qui ont suivi par après se basent sur lui. Je vous laisserai le découvrir dans le livre de qui je parle. S'il n'aurait pas croqué la pomme, là, comme... il y avait rien, parce que quand tu regardes une pomme et que tu la coupes en deux, ça ressemble à quoi? D'abord, non. Qui parle de pomme ici? Non, moi, je t'en parle. Oui, mais pourquoi? Adam et Ève. Non. Exemple. Trouve-moi le mot pomme dans la Bible. Non, justement. Justement. Prends une pomme. Oui, je sais à quoi ça ressemble. Bon, ben c'est ça. Bon, et le serpent. Et le serpent. Donc, je me dis, si le gars qui a décidé que la femme, c'était une wannabe tapis d'entrée, de porte, qu'on se secoue les pieds dessus, là. Mais je me dis, si, en tout cas, ça veut dire que si lui a eu de mauvaises expériences avec la femme... Ben oui, c'est sûr qu'il y a eu des mauvaises expériences. Il a dû ramasser des bébites puis se dire, touche pas à ça. Non, c'est sûr. Mais en passant, là, personne ne sait quel est le fruit dans lequel Ève aurait mordu. Hein. Non. Parce que c'est pas écrit nulle part. C'est ça. Je sais pas qui a inventé la pomme, mais c'est pas écrit nulle part. C'est ça. Le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est tout. Personne n'a dit que c'était une pomme. Personne n'a dit que l'arbre était c'était dans un verger. Peut-être. Non, c'est une invention. Juste pour te dire, c'est une invention, mais qui fait partie du corpus religieux, mais ça vient pas de la religion, pas en tout. Il y a un tweet quelque part qui a décidé que c'était une pomme. On sait pas qui, on sait pas quand. Mais ça n'a jamais été dit dans le texte de la Genèse. Il y a 2 textes de la Genèse, Genèse 1 et Genèse 2. Dans les 2, il n'est pas question de pommes.
Ben, là, Manon qui s'est joint aussi à notre conversation. Bonjour, Manon. Allô? Pas encore une femme. C'est Vent de fraîcheur, l'émission qu'elle anime, qui suit dans quelques instants. De quoi on parle aujourd'hui à ton émission? Ben, moi, je vais parler de fruits de la passion. Peut-être si on peut parler de pommes, vous autres, je sais pas, là. Non. Avant de fraîcheur, aujourd'hui, j'ai 3 gros sujets pour vous autres. De un, je vais vous présenter une ressource qui, selon moi, est assez méconnue du milieu, mais qui gagne à être gagnée parce qu'elle va vous simplifier la vie. On va parler de l'importance d'aller jouer dehors. Avec l'astucieuse carottée. Et on va voir le témoignage d'un survivant, vraiment d'un survivant de la dépression. On sait que l'automne s'en vient. Il y en a beaucoup qui souffrent de pression saisonnière. Il y en a beaucoup qui souffrent de dépression majeure également. Je regardais les statistiques ce matin, là, puis ouf, my God, je trouvais ça alarmant. Non, c'est vrai. Donc, on va en parler parce que j'ose pas dire qu'il est un expert, mais comme il a trempé dedans, il sait vraiment de quoi il va parler. C'est ça. Il va nous parler de ses trucs à lui aussi. Comment s'en sortir. Oui, tout, ouais. Exactement. Donc, on espère amener un vent de fraîcheur à nos auditeurs. Ben, j'espère. Je te souhaite une excellente émission. Merci. Puis, ça commence dans à peu près 7 minutes, ton émission. Alors, sur ce, pour l'instant, avec le livre de Jean. Jean, présentement, ton livre, il est disponible à quel endroit? Les Divergents, c'est partout. Là, c'est dans toutes les grosses librairies, les classiques comme Renaud-Bré et Archambault, mais d'autres aussi, j'imagine. Sur Amazon aussi. Ça aussi, c'est une façon d'aller le chercher. Sur le site de l'éditeur Québec Livre, parce que l'éditeur, c'est Québec Livre. La version numérique aussi, c'est ceux qui aiment ça, là, mettre ça là. Moi, je suis pas capable, mais en tout cas, c'est ceux qui aiment ça, lire ça de même. Et puis, dans les librairies, dans les bibliothèques aussi, quoi qu'ils partent tellement vite là, que ça leur prend du temps avant d'en avoir, mais c'est dans les bibliothèques, c'est sûr, dans toutes les bonnes bibliothèques qui devraient être là. Et puis, sinon, les gens dans les librairies n'ont qu'à le demander puis vont le recevoir. Oui, ben c'est ça. Il peut être commandé. Bref, quelqu'un qui le veut, il n'y a aucun problème. Mais là, il est flambant neuf, comme on dit. Alors, théoriquement, il y en a partout. Là. Moi, en tout cas, je conseille sérieusement ceux qui veulent avoir des bonnes idées de d'où on vient. C'est bon de savoir ça, d'où on vient, mais dans le fond, c'est un peu ça. D'où vient telle rumeur ou telle situation. C'est tout ce qui touche l'ésotérisme, la spiritualité, l'ufologie. Il y a une source à ça. Exactement. Il y a une source qui vient des originels, c'est-à-dire ceux qui nous l'ont rendu accessible. C'est d'eux dont je parle. Fait que si tu commences à t'y intéresser, c'est parfait. Ça va te donner une idée de qui lire. Oui, exact. Et puis, ceux qui sont dans ça, puis qui s'aperçoivent que c'est pas Mme Minou qui a tout le contrôle, mais c'est quelqu'un de songé puis qui date peut-être du 19e siècle, ben va lire ce qu'il a écrit, puis après ça, t'écouteras ce que la bonne femme Minou a à dire, puis tu lui diras qu'elle rentre chez les livres parce qu'elle l'a tout croche puis elle n'a pas compris. Puis tu vas sûrement être au Salon du Livre aussi cet automne, je présume. Oui, c'est ça, à Québec et Québec, partout. Montréal, c'est les deux que je fais. Les deux principaux. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Jean. Il va falloir que tu reviennes parce que on n'a pas jasé. Tu sais, ça peut être vaste. J'ai fait ça pendant 50 ans. Tu me donnes 2 heures. C'est juste, ça regarde. On est au mois d'octobre, dans pas long. Ça veut dire que novembre. Réserve-toi un spot à novembre. Je te réinvite, c'est sûr. On a trop de choses à dire. Manon, merci beaucoup d'avoir été là pour la co-animation. Merci, Carole. Merci, Jean. Ben oui. Sur ce, mon Dieu, c'est le fun. On vous laisse, mais pour la semaine prochaine, je m'en souviens pas qui on reçoit. Anyway, de toute façon, j'ai plus le temps. Merci beaucoup, Jean. C'est un podcast, là, ça existe encore? Oui, il va y avoir le podcast dans quelques minutes après la sortie, mais qu'on sort du studio, là, 5 minutes après. Il sur le même site, puis il pèse sur le podcast. C'est ça. OK. Puis de toute façon, je vais le partager avec la page web de Zone Parallèle. Tu m'enverras le lien, puis je le mettrai sur ma page. D'accord. On va faire un beau voyage. Bonne semaine à vous. Salut. Bonne semaine à vous. À tout le monde. Bye-bye.